Ça fait des années que je poste des choses sur Instagram, des photos, des contenus, et je shoot tout au Sony. Donc en fait, je taguais toujours le compte Sony et je pense qu'ils me suivaient un petit peu. Et un jour, ils m'ont repéré et ils m'ont dit « Est-ce que ça te dirait qu'on fasse une première opération ensemble ?» C'était sur un Xperia, donc un téléphone. En fait, ça a commencé comme ça, donc j'ai été créatrice pour eux pendant 2-3 ans. Et c'est qu'après 2-3 ans, voire 4 ans, qu'ils m'ont dit « Est-ce que ça te dirait de devenir ambassadrice, de rejoindre ma petite famille ?» C'est en forgeant qu'on devient forgeron. En vrai, elle est bateau cette phrase, mais elle est tellement vraie. T'auras beau regarder tous les tutos que tu veux, il y a un moment donné, les projets ils viennent pas tout seuls aussi. Et là, dans ma tête, ça a switché, j'ai envie de faire ce genre de projet-là et personne vient m'en proposer quoi. Et je vais les faire moi-même. Je me suis un peu donné une règle d'or, on va dire, où chaque année, je m'oblige à faire un projet passion, un projet pour moi. Au bout d'un moment, je suis en mode bon, en vrai, là, je suis en train de refuser des tournages et j'étais à ça de leur envoyer un message en mode bon, finalement, j'ai plus envie d'être cadreuse remplaçante parce que vous partez dans même pas une semaine et je sais que je vais pas partir avec vous quoi. Et en fait, je fais un trek tout le week-end dans le Vercors et le dimanche, je finis mon trek et là, je reçois un appel. Et il me dit « Est-ce que t'es nature et tout ?» Et je suis en mode « Bah ouais, let's go !» Et en fait, 3 jours après, je prenais l'avion et je suis partie pour The Island. Je passe 10 jours où je risque ma vie, je travaille 24 heures sur 24, je me réveille la nuit, je dois filmer, il pleut, je dois filmer et je mange pas quoi. Pour moi, une belle image, c'est une image où il y a du contraste, il y a une belle lumière aussi. Surtout, je pense, une image qui va renvoyer un message. Bien informé. Informer, c'est facile. Bien informé, beaucoup moins. Je suis Clara Pelletier, réalisatrice de documentaires. Et pour vous, j'interroge des experts de l'information, de la création et du documentaire pour vous donner les astuces, les méthodes et les outils à appliquer à vos propres projets. Parce que je pense qu'il est urgent qu'on soit plus nombreux à raconter le réel. Bienvenue dans Bien informé, le podcast des nouveaux créateurs de l'info. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Pauline Simon, alias Poppy Visual sur les réseaux. Réalisatrice, chef opératrice, mais aussi ambassadrice Sony. Pauline, elle a plusieurs casquettes. Mais si je devais la décrire, je dirais que son truc à elle, c'est de faire des images de dingue pour des projets de dingue. Elle a été cadreuse pour The Island pour M6, chef opératrice pour de très beaux documentaires à Madagascar ou au Kenya, et dernièrement, elle a autoproduit un court documentaire qu'elle a tourné en Thaïlande. En bref, elle filme partout, pour des documentaires, des marques ou pour elle-même, dans des conditions plus ou moins extrêmes, et à chaque fois, elle arrive à ramener de très belles images. Alors j'ai eu envie de l'inviter sur le podcast pour qu'elle nous explique comment elle fait pour prendre de si belles images, et aussi comment elle fait pour travailler sur des projets aussi cool. J'ai plus qu'une chose à vous dire, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Pauline. Coucou Clara. Comment tu vas ? Eh ben ça va, et toi ? Très bien, merci d'être ici. Je suis trop contente d'être là. Merci. C'est ma première fois, comme je te disais, donc... Bah ouais, c'est trop cool. Et puis, ouais. Puis moi, c'est une première, on tourne à Annecy, donc très heureuse. Et on peut aussi préciser qu'il neige actuellement. Et ça, c'est pas courant qu'il neige. C'est clair. C'est sacrément, ouais. On est bien contente d'être à l'intérieur quand même. Ah oui, ouais. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer ce podcast avec tes mots ? Ouais, alors moi c'est Pauline, je suis comme on dirait réalisatrice et chef opératrice, spécialisée plutôt dans le documentaire, le voyage, le sport, l'outdoor. J'ai grandi vraiment dans les Alpes françaises, donc je suis inspirée par la nature, j'adore être dans le plein air, moi le vert c'est ma couleur préférée. Et du coup c'est vrai que je me suis très rapidement spécialisée, on va dire, dans la nature et dans le sport, parce que je trouve que c'est là qu'on a aussi des très belles histoires, les émotions, et du coup j'avais envie de faire des films là-dedans. Et du coup, à côté de ça, je fais aussi un petit peu de la photo. C'est quelque chose que je monétise pas forcément, parce que j'ai envie de le garder en passion à côté. Et j'adore voyager. Ça, c'est quelque chose que je pourrais faire tout le temps. Ouais, puis ça se voit dans tous tes projets, on va en parler, mais tous ces centres d'intérêt ressortent beaucoup. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi le métier pour toi de réalisatrice et chef opératrice, et si tu fais une différence du coup pour moi c'est assez différent. Je pense qu'un réalisateur a pas forcément besoin d'un chef-op, parce qu'un réalisateur peut être chef-op, mais un chef-op aura toujours besoin d'un réalisateur. En fait, du coup, le réalisateur, c'est celui qui va imaginer le film, donc il va choisir, selon le film que c'est, si c'est du documentaire ou autre, un angle, il va choisir ses personnages, ce qu'il a envie de raconter, et en fait, le chef opérateur va venir mettre en image l'intention du réalisateur.
Donc c'est la personne qui va vraiment imaginer plus tout ce qui est couleur, la technique aussi, donc quel appareil utiliser, quels objectifs. Donc en fait le chef-op il vient vraiment mettre la vision du réalisateur en image et essayer un peu de faire vivre des émotions à travers la composition et la lumière, quoi. Est-ce que tu as une partie préférée? Alors c'est compliqué parce qu'en ce moment je commence vraiment à adorer faire de la réalisation, mais en faisant de l'image. En fait, je suis pas une grande fan de faire que de la réalisation et voir quelqu'un d'autre faire l'image à ma place. Mais c'est vrai que ce que je préfère, c'est l'image. J'adore aller capturer un regard, j'adore aller capturer de l'émotion à travers l'image. Quand je vois des belles lumières, quand je vois le coucher de soleil, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de capturer. Et j'avoue que si je devais choisir, je crois que je préfère être chef-op que réal. Ok, oh, c'est intéressant. Comment t'es arrivée à devenir réalisatrice ou chef opératrice? Et ben alors en fait, j'ai fait une école de cinéma à la base. Et donc à la toute base, je suis rentrée dans cette école pour être monteuse. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était plutôt le terrain qui m'intéressait. Et en fait, quand tu fais une école de cinéma, on va plutôt te dire que c'est le parcours classique où si tu veux être chef-op, il faut être 3e assistant caméra, 2e assistant caméra, 1er assistant caméra. Et c'est super long. Et moi, en fait, j'avais tout de suite envie de faire des projets qui me font plaisir. J'avais envie d'aller dehors. J'avais pas forcément envie de faire des projets avec de la lumière en studio ou des choses comme ça. Et du coup, en fait, je me suis dit, je vais direct faire mes propres projets, essayer de faire des belles images. Et comme ça, derrière, je pourrais proposer ces projets-là à d'autres personnes, à des marques, à des réals, leur dire, voilà les images que je fais. Et essayer de me tracer mon parcours en prenant un petit raccourci, quoi. Ouais, bien sûr. Effectivement, ça aide. Et puis de toute façon, quand on voit tes images, finalement, en arrivant avec le produit que tu peux proposer, ça aide vachement à convaincre. Ouais. Plutôt que d'avoir le parcours peut-être plus long et plus classique, où tu as moins de choses à montrer directement. Bah oui, c'est ça. Et tu vois, on y reviendra un petit peu plus tard, mais en fait, au début, je faisais un peu de l'influence sur les réseaux. Et du coup, dès que j'avais, par exemple, une marque avec qui j'ai travaillé, type Audelot, eux, à la base, ils voulaient juste une petite vidéo pour les réseaux sociaux en verticale où on voit un petit peu leurs équipements. Et ce que je faisais, c'est que je la tournais aussi en horizontale pour moi, pour mon site internet, faire des images vraiment léchées. Et du coup, derrière, j'avais une production un peu pour Audelot. Et ça me faisait aussi de la référence derrière, quoi. Ouais, malin, t'as pensé très vite. J'ai essayé, ouais. C'est malin, on va clairement en reparler. Ouais. Aujourd'hui, donc t'as dit les projets sur lesquels tu travailles. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Attends, redis-moi, pardon. Les projets sur lesquels tu travailles aujourd'hui, c'est quoi? Alors, j'essaye de faire un petit peu plus de documentaires. En fait, j'essaye de compartimenter, on va dire. J'ai à la fois envie d'être chef-op sur des documentaires un peu plus longs, des projets que j'aurais pas forcément imaginé moi de mon côté, et faire de la réalisation sur des projets un petit peu plus courts, parce que je pense qu'on a tous un peu d'expérience à acquérir au fil des années et que j'ai le temps, j'ai envie de prendre ce temps-là. Et du coup, j'ai envie de faire beaucoup plus du contenu de marque, par exemple, pour des marques, faire des portraits d'athlètes, faire en tout cas des petits documentaires qui permettent de mettre en avant une marque, mais surtout des personnes, des histoires. Et donc, dans l'idée, c'est de faire à la fois du documentaire, à la fois du reportage. J'ai envie de faire voyager les gens, j'ai envie de les inspirer. Et du coup, mettre en avant vraiment des histoires authentiques qui sont en rapport avec la culture, le sport, le voyage, quoi. Trop cool. J'aimerais bien qu'on discute de 2 sujets ensemble. Ouais. Il y a la partie image, vraiment. Donc la partie chef opératrice, comment tu arrives à faire des belles images dans toutes les conditions. Tu vas nous en parler, mais c'est assez fou tout ce que tu as fait. Ouais. Et la partie plus, justement, je pense que ça fait rêver beaucoup de personnes ce que tu fais. Donc d'aller voyager pour tourner pour des marques, pour tourner pour des documentaires. Ouais. Et donc la partie plus business, où comment tu vas trouver ces projets. Ok. Donc je te propose de commencer par la première. Ouais. C'est comment on fait des belles images. Et ma première question, du coup, ça serait, c'est quoi une belle image pour toi ? Alors, c'est quoi une belle image ? C'est compliqué, ça. Parce que je pense que c'est très subjectif, en fait, en fonction de ce qu'on aime. Pour moi, une belle image, c'est une image où il y a du contraste, il y a une belle lumière aussi. Par exemple, tu vois, sur un projet, je vais très rarement tourner entre 11h et 16h, parce que pour moi, la lumière n'est pas très belle, ou alors ça dépend de l'intention que tu mets derrière. Mais du coup, je vais plutôt essayer de tourner à des horaires de la journée qui sont plus tard, avec une golden hour, une blue hour. Donc, une belle image, en fait, c'est surtout, je pense, une image qui va... On peut pas dire que c'est une image qui va transmettre de l'émotion, parce que toutes les images ne transmettent pas d'émotion. Mais en tout cas, ça sert à renvoyer un message, je pense. Il faut que chaque plan soit composé d'une certaine manière pour que la lecture se fasse bien.
On pourra en reparler, mais il y a des règles aussi pour composer une image et avoir quelque chose qui est assez esthétique. Parce qu'en fait, notre regard, il lit une image, donc par exemple de gauche à droite et de haut en bas. Donc ça aussi, c'est important de réfléchir son plan comme ça pour avoir quelque chose d'assez esthétique. Donc ouais, pour moi, je dirais c'est la lumière, la composition et ensuite ce qui se joue dans le plan. Pas mal de choses donc. Ouais. J'ai une deuxième question avant de rentrer plus dans le concret. T'as fait des documentaires, t'as fait un documentaire auto-réalisé, t'as aussi participé à des documentaires. Moi, le sujet du podcast, c'est bien informé, donc on est plutôt sur du réel plutôt que sur de la pub, donc le format documentaire notamment ou reportage. C'est quoi un bon documentaire pour toi? Est-ce que tu aurais une réponse là-dessus? Waouh. Un bon documentaire, je pense que c'est un film qui a un angle, qui a un sujet, qui a... En fait, c'est un parti pris, je pense qu'un bon documentaire, à l'inverse d'un reportage par exemple, où on va juste avoir un sujet et aller filmer ce sujet, je pense que le documentaire, il est censé prendre un angle et nous apprendre des choses. Je pense qu'un bon documentaire, il doit être parfaitement équilibré aussi, parce que je sais qu'on voit pas mal de documentaires sur Internet, par exemple, et on n'a pas spécialement, je pense, cette introduction du personnage, par exemple, au début, qui fait qu'on va s'attacher au personnage et du coup pouvoir le suivre après dans toute la suite du docu. Donc, je pense que c'est important de réussir à bien compartimenter chaque acte. Du coup, il faut le préparer en avance, je pense, faire de l'écriture. Pour justement avoir quand même un fil rouge, même si le documentaire, c'est beaucoup d'imprévus. Mais je pense qu'un documentaire avec un fil rouge, on sait par où on commence et où est-ce qu'on va à la fin. Ça se sent tout de suite quand on voit... Ouais, la structure. La structure, oui. C'est intéressant. Pas facile, je pense. Enfin, évidemment, tu l'écris en amont. Ouais. Mais comme tu dis, le tournage amène pas mal d'imprévus. Il y a beaucoup Totalement. de réécriture au montage. On va venir au sujet clé, la création des images. Comment est-ce que tu prépares, toi, un tournage documentaire? Alors, ça va dépendre vraiment le documentaire. Quand je suis que en chef-op, souvent j'essaye de pas trop m'alourdir avec du matériel inutile, on va dire. Avoir 5-6 objectifs et toujours du coup perdre du temps, on va dire, à choisir mon objectif. Donc ce que je fais, c'est que j'aime bien avoir des setups qui sont assez légers pour pouvoir ensuite juste me concentrer sur mon image et pas avoir à réfléchir trop à la technique, parce que ça peut te sortir vraiment de ton côté artistique. Et du coup, après, quand je me prépare pour un docu, c'est que je vais faire un peu de repérage. Si je suis pas déjà sur les lieux, je vais regarder un peu sur Internet là où on tourne. Je vais regarder les heures de lever de soleil, les heures de coucher de soleil, regarder un petit peu où passe le soleil, la lumière, et aussi les personnages que je vais avoir, les endroits, est-ce que ça va nécessiter de la lumière en plus, ou est-ce qu'on peut tout faire à la lumière naturelle. Donc c'est pas mal de repérage et de repérage, quoi. Oui, clairement. Et est-ce que tu cherches de l'inspiration? Je veux dire, avant ça, quand par exemple, si tu es chef opératrice, on arrive, on te dit voilà le projet du documentaire, on arrive avec une note de réal là-dessus, qui te dit un petit peu les ambiances recherchées, etc. Ou est-ce que ça, c'est à toi de les proposer, ça se crée ensemble? Comment ça se passe? Alors moi, dans les projets que j'ai eus, souvent, on avait un script, donc pareil, on a des séquences qui sont déjà écrites. Et en fonction de ça, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà me créer un mood board. Donc ça me permet un peu de donner, on va dire, une direction artistique aux images qu'on va avoir pour le documentaire. Ça permet de se projeter aussi sur le projet. Et donc, ouais, mood board. Et ensuite, j'essaye de trouver des plans un petit peu... je sais pas, si on a, par exemple, une scène d'action, une scène de sport, quelque chose... je vais aller chercher des plans un peu typiques qui changent. Et du coup, ça me permet, moi, de me dire, bon, bah, il me faut au moins ces 5 plans-là. Parce que je trouve que ça a des angles originaux, qu'il y a une composition qui est très intéressante. Et derrière, tu laisses vivre la scène et tu vas filmer un peu ce qui se passe. Mais avant ça, j'aime bien quand même rechercher 2-3 plans, même un petit peu plus, qui sont originaux et qui vont venir apporter à l'histoire, quoi. Donc comme ça, je me fais une petite shortlist. Ouais. Et ça me permet aussi d'avoir suffisamment de matière derrière pour l'exploiter, quoi. Ouais, c'est super intéressant la shortlist, tu vois, c'était une de mes questions. Je sais que typiquement pour de la pub ou des choses comme ça, tu vas faire un storyboard carrément en arrivant, bah voilà, le plan que j'ai envie d'avoir, le plan suivant, etc. Le documentaire, je trouve que du coup, tu arrives dans le réel, tu sais pas vraiment ce qui va se passer. Ouais. Et bah, tu vois, pour les docus que je réalise, du coup, je fais c'est un peu une manière atypique que j'ai de faire du storyboard, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à faire du découpage technique. Donc le découpage technique, c'est un tableau, on marque scène 1, et puis t'écris, là, on a notre personnage qui rentre dans la pièce, gros plan,
sur son visage, travelling, et je trouve que c'est pas du tout visuel en fait comme technique. Et du coup moi ce que j'aime bien faire pour du documentaire, c'est que je marque ma scène et à côté je vais mettre des images de référence. Je sais que mon personnage va rentrer dans la pièce, il va prendre du matériel, donc je vais essayer en fait de trouver des images de films, de documentaires, de commercial, peu importe. Et toutes les images qui me paraissent inspirantes et que j'ai envie de reproduire, et ben en fait je vais les mettre à côté et ça me fait un peu mon storyboard avec des images déjà préexistantes. Et du coup je trouve ça très inspirant et ça permet de donner un peu des idées pour gagner du temps aussi, quoi. C'est quels outils que tu utilises pour justement faire ce storyboard tableau? Ouais, j'utilise Milanote. Ah ouais, ok. Je sais pas si tu connais. Je connais pas mal. Ok. Et pour trouver les références? Ouais, il y a Frameset maintenant. Que j'utilise. Avant, il y avait un autre site, mais j'ai perdu le nom. Mais du coup, j'utilise Frameset, pardon, et en fait, tu as à la fois des images qui bougent et des images fixes. Et du coup, pour ça, c'est très pratique. Même, tu vois, pour faire des présentations, pour pitcher les projets, très utile aussi. C'est gratuit? Alors, tu as le droit à quelques recherches gratuites, mais ils mettent payant après. Tu as un abonnement qui est possible. T'es abonné, toi, de ton côté? Ouais, là, je l'ai pris récemment. Ok, Frameset. Frameset. J'irai voir, je connais pas. Et Milanote, c'est vraiment trop bien pour le coup. T'as vraiment une grande liberté, tu peux tout faire, mettre des images, mettre des sons, mettre des références. On est d'accord que Milanote, en vérité, c'est une page blanche sur laquelle tu peux venir ajouter, notamment faire des espèces de mind map où tu peux aller ajouter des flèches, tu peux ajouter des images, des liens. Des tableaux, Et c'est vraiment une grande toile en fait, et puis tu rajoutes vraiment tout ce que tu veux et c'est hyper visuel, je trouve. Et pour le coup, il me semble que c'est gratuit. Pour 3 tableaux. Ouais. Et Tu peux mettre jusqu'à 100 cartes, donc 100 trucs, sans éléments. Et par exemple, moi je paye pas pour Milanote et généralement j'arrive à faire au moins un projet dessus sans avoir à payer, quoi. Et ça veut dire qu'après tu supprimes ton projet pour... une fois qu'il est terminé, ouais. Tu peux exporter en PDF, donc comme ça tu le gardes quand même, tu gardes une trace. Mais en tout cas, tu peux plus vraiment le modifier si derrière tu veux en faire d'autres. Mais ça dépanne bien, je trouve, pour commencer en tout cas. Ouais, effectivement, c'est intéressant. Je l'avais beaucoup utilisé dans mes études en com ou des choses comme ça. Et c'est vrai que j'y pensais plus pour le documentaire. Mais c'est pas mal en termes de visuel. Pour bien en avoir en tête, je note. Ouais. Tu tournes parfois dans des conditions difficiles. Est-ce que tu te prépares physiquement? On a parlé de sport, on a parlé d'outdoor. C'est quand même des métiers où tu dois aller sur le terrain pour suivre des athlètes. Comment ça se passe? Alors j'ai toujours aimé par exemple faire des randonnées ou un peu de sport à côté, donc quand je devais faire des images en randonnée justement, donc des fois tu as des groupes qui passent et tu dois les filmer, donc tu fais 2 fois la randonnée au final parce que tu montes, tu filmes les gens, ils remontent, donc toi tu dois remonter tout le monde et ça c'est parfois sportif. Et en fait du coup il y a à peu près 1 an je me suis mise aussi à la course à pied parce que je me suis dit en fait la course à pied ça travaille le mental, ça travaille l'endurance et parfois je trouve que des tournages, ça peut être de l'endurance justement quand c'est plusieurs jours. Et du coup, je me dis, si je suis capable de courir assez longtemps, peut-être que je peux tenir aussi mentalement sur certains tournages ou certaines journées assez intenses. Et du coup, je fais pas mal de renfo aussi parce que porter les caméras, c'est assez lourd. Et du coup, j'ai besoin de muscler un petit peu le haut du corps pour pouvoir suivre. Même si j'essaye de pas avoir des caméras trop volumineuses ou lourdes, mais c'est vrai que j'essaie quand même de compenser un petit peu à côté, quoi. Ça, c'est fou. J'avais vu des TikTok, justement, où les gens s'entraînaient à la salle. C'était assez humoristique, mais pour tenir la caméra, pour faire des travaux. J'ai vu un peu, ouais. Ah oui, non, c'est clair. Mais tu sais que j'ai eu des tendinites à l'épaule, justement, après des prestations un petit peu lourdes au niveau de la caméra. Et du coup, derrière, j'ai compris qu'il fallait que je renforce un peu tout ça, quoi. Ouais. C'est important, ouais. C'est terrible, en vrai. Ah oui. Ouais, et puis ça va pas aller en s'arrangeant, je pense, donc... Finesse. Ouais, je me suis dit ça, moi, juste rien qu'avec ma petite caméra, en fait, quand tu dois être stable, ça nécessite des muscles. Si tu es sur un bateau, si tu es en train de marcher ou quoi que ce soit, il y a vraiment du gainage quand tu es en train de filmer. Ouais, puis c'est 1,5 kg, mais en fait, 1,5 kg que tu montes, que tu descends, que tu utilises pendant 8 heures, au final, ça te muscle. Enfin, moi, des fois, après une prestation, je sens mes biceps qui me piquent, quoi, et je sais que je vais en avoir pour 3 jours de courbature derrière. Ouais, puis là, on parle que de filmer, mais déjà, si tu as des lumières, si tu as d'autres caméras, d'autres objectifs, en fait, tout porter du point A au point B. C'est super lourd. Ouais. Et à côté, vu que j'ai souvent un peu des missions, on va dire, cardio et tout ça, il faut pouvoir aussi suivre... faut suivre, que ce soit sur de la marche, que ce soit sur de l'intensité. Donc c'est vrai que faut s'entraîner un petit peu, quoi.
Clairement. Oui. On a parlé du matériel. Ouais. C'est quoi ton matériel phare quand tu pars en documentaire? Tu dis que tu n'aimes pas trop te charger. Ouais, j'aime bien rester assez légère. Du coup, j'ai une Sony FX3 qui est une caméra spécialisée cinéma, mais qui a vraiment la taille d'un boîtier hybride. Donc on est vraiment sur un petit format et derrière tu peux mettre les mêmes objectifs que sur les autres Sony. Et j'adore cette caméra parce qu'elle est ultra polyvalente. Au niveau qualité, on a quelque chose de très docu. Enfin, on peut faire du docu vraiment avec cette caméra. Et celle-là, ça fait 3 ans et demi, 4 ans que je l'ai et je ne jure que par elle. Je l'aime vraiment beaucoup. Et à côté de ça, sinon, j'ai un autre boîtier qui fait plus photo, mais aussi vidéo, polyvalent. Et du coup, ça me permet d'avoir une deuxième caméra pour quand je fais des plans interview, par exemple, avoir 2 points de vue qui sont assez pratiques, quoi. Trop pratique. En termes d'objectifs? Ouais, objectif. Donc, je dirais, si je dois choisir un seul objectif, c'est mon 24-70 mm qui ouvre à 2.8 parce qu'il est très polyvalent. En voyage, il pèse pas lourd et en fait, le fait qu'il ait une ouverture comme ça permet d'avoir quand même, tu vois, un flou d'arrière-plan, avoir des plans qui sont quand même assez beaux. Et sinon, je suis très objectif des prime lens, donc des objectifs fixes. Parce que pour le coup, tu as vraiment ce rendu documentaire, tu as une image qui est beaucoup plus léchée, beaucoup plus esthétique. Et ça, j'aime bien utiliser du 50 mm, du 35 mm, ce genre d'objectif, quoi. Tu pars généralement avec du coup ton 24-70, un 50 et un 30, genre 3 objectifs. Exactement. Ouais. Et puis si c'est des projets qui vont nécessiter peut-être un peu plus de la prise de vue longue distance, un 70-200, mais j'ai encore beaucoup de mal à utiliser une longue focale. J'aime bien être un peu plus en immersion, on va dire, avec mes sujets. Et du coup, c'est vrai que le 35 mm, le 50 mm, c'est ce qui se rapproche le plus de l'œil humain. Et du coup, je suis principalement avec ces objectifs-là. Ouais, ok. Et en termes de son? En termes de son, alors j'ai un micro Canon, donc que je vais garder toujours sur mon boîtier. Parce que c'est vrai que des fois on a des scènes qui se passent mais tu peux pas forcément mettre des micros sur les personnages et ça aussi c'est quelque chose qui est compliqué parce que quand t'es chef op en fait t'es aussi un peu ingé son sur du documentaire, il n'y a pas souvent le budget pour avoir un ingé son et ça c'est pas évident. Et sinon du micro cravate avec du DJI mic, ça j'aime bien, ça se passe bien parce que ça se connecte tout de suite, il n'y a pas de problème, donc micro cravate sur nos sujets, quoi. Et le micro canon, ça te permet d'avoir le son assez globalement finalement quand tu as une scène de plusieurs personnes. Exactement. Ouais. Ça te permet de vraiment de capter le son de la pièce, avoir l'ambiance générale. Et généralement, selon le micro que tu as, il va réussir à bien capter le son de tes intervenants. Par exemple, il y a un micro chez Sony que j'utilise et en fait, lui, il arrive à capter si le son vient de droite, de gauche, de devant ou de derrière. Et du coup, il va réussir à vraiment focus sur cette onde-là. Et c'est hyper pratique en fait pour avoir un bon son. Tu vois, le documentaire Inoxtag de l'Everest, ils ont utilisé que ces micros-là. Et je trouve que le son il est impeccable alors que les gars ils sont en train de faire de l'alpinisme, quoi. Ouais, c'est fou. Alors qu'il va y avoir du vent, il va y avoir plein d'éléments. Complètement. Toujours en termes de matériel, les trépieds, les lumières. Ouais, alors en trépied, j'ai un vieux trépied Manfrotto que j'ai depuis 10 ans, de l'époque où je faisais des vidéos sur YouTube. Là, il commence un petit peu à rendre l'âme, donc il va falloir que je trouve un nouveau trépied léger. J'aime bien quelque chose qui fasse 1 kg, pas plus, pour le voyage, justement, pour continuer d'être légère. Et sinon, j'ai un trépied qui est un petit peu plus gros, on va dire, pour des tournages quand je suis dans le coin. Donc ça permet de faire vraiment de l'interview et d'avoir quelque chose d'un peu plus résistant au vent et aux conditions qui peuvent être un peu dures. Et sinon, en termes de lumière, j'ai un projecteur qui me sert pour mes interviews, donc une lumière qui est assez conséquente. Mais ça, je l'utilise pas énormément parce que j'essaye toujours un peu de faire de la lumière naturelle au final, c'est ce que je préfère. Donc c'est vraiment que pour les interviews. Sinon, je fais pas beaucoup, on va dire, de séquences où je vais créer une ambiance lumineuse. Ok, et t'as, je sais pas, des minettes ou des choses comme ça, tu sais, des petites lampes que tu peux te rajouter. Ouais. Est-ce que ça, tu t'en sers ou pas du tout? J'ai une minette. Alors, en voyage, je la prends toujours avec moi au cas où. C'est vrai que si on a une séquence en extérieur ou même ailleurs, c'est toujours cool de pouvoir rajouter un peu des petits props, des petites lumières dans la scène. Mais c'est vrai que je l'utilise pas non plus énormément, quoi. Okay. Ça peut servir, tu vois, pour faire un peu d'éclairage derrière ton sujet ou ajouter des petits détails, mais... c'est au cas où. Ouais, c'est ça. C'est vraiment au cas où. Est-ce que tu vois autre chose à me dire sur la préparation d'un tournage, sur le matériel, sur... J'utilise toujours un moniteur pour pouvoir voir mon image en grand, parce que sinon les ratés en mise au point, ça me pardonne pas. Mais du coup, moniteur, ça j'aime beaucoup. Et en fait, ce que j'essaye de faire, tu vois, je te disais, j'essaye toujours d'avoir une caméra qui est assez légère pour pouvoir aller en expé ou être dans des conditions plus compliquées. Mais la plupart du temps, c'est vrai qu'en documentaire, j'aime bien alourdir un peu ma caméra,
pour justement enlever tous ces micro-tremblements et pouvoir justement avoir quelque chose de plus immersif sans que ça tremble trop, parce que je suis pas du tout fan de stabilisateur. Ça alourdit, ça prend énormément de temps à mettre en place, et du coup c'est vrai que je privilégie toujours la caméra épaule. Ça pour moi c'est assez indispensable, je trouve, dans le documentaire pour avoir un rendu qui est très immersif. On est d'accord que quand on dit caméra épaule, c'est parce que tu la tiens à main levée, mais typiquement ta FX, tu la tiens comme ça. Je la tiens comme ça, j'ai pas de crosse épaule, mais oui. Ça, c'est une grosse caméra ciné. Carrément. Non, je la tiens comme ça, mais c'est plus un rendu caméra épaule. Est-ce que tu utilises des poignées ou des choses comme ça justement pour avoir une meilleure prise sur ta caméra? J'ai une petite sangle sur le côté qui me permet de bloquer ma main, et sinon j'ai une poignée sur le dessus aussi pour pouvoir la prendre. Et enfin sur les deux côtés en fait. En haut, sur les deux côtés, et comme ça me permet d'être beaucoup plus polyvalente. Ok, d'être plus stable aussi pour tenir. On parlait des bras, faut pouvoir tenir la position. Ouais, c'est clair. Trop bien. Est-ce qu'il y a autre chose encore sur la préparation? On a parlé de choisir ses références, on a parlé de préparer sa shortlist. Pour la préparation, par exemple, quand du coup je réalise un documentaire, que j'ai mon sujet, ce que j'aime bien faire, c'est du coup faire une pré-interview, souvent en visio avec mon personnage principal, et comme ça je vais lui poser déjà plein de questions, et en fait selon les réponses, c'est ce qui va me permettre, tu vois, d'écrire mon documentaire, d'avoir ma ligne rouge. Et souvent ce que j'aime bien faire du coup, c'est que je vais pouvoir prévoir mes questions en sachant un peu les réponses que la personne va me donner en interview, et c'est comme ça que j'écris le documentaire. Donc en préparation, toujours faire une petite pré-interview pour savoir de quoi ça va parler évidemment, et avoir ta ligne rouge. Et non, ensuite juste avoir mes images d'inspiration, écrire toutes mes séquences, ne rien oublier, et ensuite ça part. Let's go. Tournage. Quand tu arrives sur un tournage, par quoi tu commences? C'est quoi ta première action? Je vais aller dire bonjour à tout le monde. Je vais essayer, en fait, ce que j'aime bien, c'est vraiment apprendre à connaître les gens, et du coup, je vais pas sortir ma caméra tout de suite, parce que je sais que la caméra, c'est quelque chose d'ultra intimidant, et souvent, du coup, on a des personnes toutes bloquées devant la caméra, et en fait, ta séquence, elle est pas du tout viable. Donc, ce que je fais, c'est que j'apprends à connaître les gens, j'essaye de leur montrer que, voilà, j'ai envie de m'intéresser à eux, que la caméra, elle tourne, mais les mettre en confiance, leur dire, voilà, il y aura pas tout au montage, il y aura pas tout qui va rester, c'est juste histoire de faire des images. Et du coup, vraiment essayer de créer un contact avec les personnes que je filme, c'est le plus important. Et ensuite, dès qu'on doit se mettre à tourner, essayer peut-être de commencer en étant un petit peu plus loin pour qu'ils oublient la caméra, et ensuite se rapprocher petit à petit quand je sens qu'ils sont déjà un petit peu plus dans l'action, quoi. Ouais, il y a une grosse partie de confiance, et c'est vrai que c'est pas facile, c'est hyper intimidant. Et surtout en fonction de ton setup, si tu arrives avec des gros objectifs et une grosse caméra, ce qui là n'est pas forcément ton cas. Mais je trouve que c'est pas facile, et tout de suite tu vas être dans faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Ouais, et c'est pour ça que ce que j'aime bien faire, tu vois, c'est commencer à tourner 2-3 petites séquences. C'est pas forcément les plus importantes du coup, parce que on sait qu'au début, les personnes ont besoin d'un petit peu de temps pour s'acclimater. Et du coup, je vais pas tourner l'interview tout de suite, même si c'est bien d'avoir l'interview quand même assez au début, parce qu'en fait, selon ce que la personne va te raconter, ça va te donner aussi toi des idées sur qu'est-ce qu'il faut que tu filmes. Donc du coup, je vais faire 2-3 séquences. Une fois qu'on a fait ça et que la personne est assez à l'aise, on va pouvoir tourner l'interview, et ensuite on passera aux séquences un petit peu plus clés. Mais voilà, y aller progressivement en sachant que les premières séquences, souvent, il faut un peu de temps, quoi. Ouais, c'est pas forcément celles qui sont utilisées. Une fois que tu as dit bonjour à tout le monde, tu as un peu mis en confiance, est-ce qu'il y a une deuxième action que tu fais? Je pense par exemple, est-ce que tu vas regarder, on a parlé de lumière, tu regardes tout de suite ça? Est-ce que tu vas checker les cadres qui peuvent être intéressants? Tu arrives dans un nouveau lieu, tu te dis ça peut être sympa pour l'interview, là ça va être sympa à filmer. Ouais, je vais voir la lumière, me demander s'il y a besoin d'ajouter des nouvelles choses. Ensuite, je vais préparer mon matériel surtout. Donc ça prend un peu de temps, et ça me permet de continuer un peu à dialoguer avec les personnes qui sont là, leur dire on va pouvoir faire ci, faire ça. Et ensuite, je vais chercher mes cadres. Donc avec les personnes que je filme, je vais essayer de tester 2-3 angles. Je vais leur dire positionne-toi ici, on va voir ce que ça donne. Et si je suis contente du rendu, je vais leur dire là on peut peut-être tourner 2-3 séquences. Mais du coup, je vais vraiment essayer de repérer un petit peu les lieux si j'ai pas pu les repérer en amont avant. Ouais. Ça, c'est important aussi d'avoir un peu les lieux en tête, mais quand tu les as pas, du coup, il faut pouvoir être réactif, et ça, souvent, ça me demande de prendre des décisions ultra rapidement, quoi. Ouais. Est-ce que tu as une checklist quand tu arrives en tournage ou juste avant de partir en tournage, où tu te dis ok, matos, ok, j'ai ça, je prévois toujours toute ma liste de matos, comme ça j'oublie rien. En plus, il faut toujours charger toutes les batteries avant, donc
Faut pas qu'il y en ait une qui reste à la maison. Mais du coup, je fais ma liste de matériel et puis généralement, j'essaye de prévoir quand même un petit emploi du temps. Si on n'a pas d'assistant réel, du coup, c'est moi qui vais le faire. Je vais me dire, la séquence 1, on va la tourner toute la matinée et à la fin de la matinée, on devrait avoir terminé. Et du coup, je vais checker après, pendant le tournage, ok, on en est où des plans? Est-ce que j'ai eu tous mes plans? Et si je vois que j'ai eu tous mes plans, je vais aller essayer d'en tourner un peu plus parce qu'en documentaire, il faut toujours plus de matière que ce qu'on pense avoir. Et ouais, voilà, c'est ça, quoi. Enfin, je pense que c'est bien. Le matos et puis surtout voir où on en est dans la séquence. Sur les tournages que tu fais, généralement, vous êtes combien? Alors pour les documentaires qu'on a tournés au Kenya et à Madagascar, on était 4 à venir de France. Donc on avait le créateur de la série qui était présentateur aussi. On avait une réalisatrice. Moi j'étais du coup chef op. Et en fait on avait une deuxième cadreuse. Ça c'est génial en documentaire quand t'as une deuxième caméra. Et en fait elle faisait aussi du parapente pour m'emmener en biplace en parapente pour pouvoir filmer aussi des séquences en vol. Et du coup, on était 4, mais on avait aussi des personnes sur place. Par exemple, le Kenya, on avait un droniste kényan parce qu'on n'a pas le droit d'avoir de drone au Kenya. Donc du coup, on était obligé de prendre quelqu'un sur place. Et ensuite, on a des fixeurs. Donc c'est des personnes qui connaissent très bien le pays, qui vont nous présenter, on va dire, aux personnes des communautés locales, ou en tout cas savoir un peu où est-ce qu'il faut qu'on aille. Mais sur du documentaire solo, par exemple, donc du documentaire plus court où je suis toute seule, il n'y a personne d'autre que moi. Tu fais tout. Je fais tout. Des fois, je vais demander à quelqu'un de venir faire des images backstage un petit peu. Ça, c'est plus pour alimenter les réseaux et pouvoir faire de la com autour du film. Mais sinon, je fais tout. Ouais. Ça, c'est un sacré travail. C'est un sacré travail. Ouais, mais c'est chouette. J'aime bien aussi. Ça te permet une grande liberté, finalement. Ouais, c'est ça. Exactement. Est-ce qu'il y a une règle quand tu filmes justement, je sais pas si on a parlé d'image. Est-ce que c'est une règle sur l'image ou pas du tout que tu suis à chaque fois ou que tu aimes casser? Je pense qu'il y a des règles. Alors, il y a des règles que j'ai apprises, par exemple, avec mes études de cinéma et que j'ai beaucoup de mal à casser, mais parce que je pense que si tu les casses, il faut vraiment que ça veuille dire quelque chose. Mais des règles de composition de base ou des règles quand tu fais une interview ou un chant contre chant, toujours garder ton sujet du bon côté, parce que ça, je trouve que ça sort direct un petit peu de la narration quand tu vois que ça saute et que c'est pas très bien raccordé. Donc il y a ces règles-là que je suis toujours à la lettre. Après, des règles que j'aime bien casser, je pense qu'il faut toujours en documentaire être ouvert à l'improvisation. Et du coup, même si tu as toute ton histoire, tout ton fil rouge qui est écrit, il y a une deuxième écriture qui se fait toujours au montage. Donc je pense que si tu as une séquence qui se fait pas comme tu voulais ou qui se fait pas du tout pendant ton documentaire, faut se laisser porter et c'est pas grave en fait si t'as pas exactement ce que tu imaginais. Tu trouveras toujours un moyen, on va dire, de retomber sur tes pattes et de pouvoir raconter l'histoire que tu as envie de raconter. Ouais. J'ai pas vraiment d'autres, sinon pour casser... Non, pas forcément casser. Ouais, je me dis, est-ce que tu vois, on entend beaucoup de choses sur faire attention à l'image, au son. Il y a beaucoup de règles finalement, que ça soit dans la construction d'image, que ça soit dans la réalisation. Ouais. Et je me dis, mais en fait, quand t'es dans l'action, quand t'es dans le tournage, est-ce que toi, t'as vachement ces choses-là en tête de te dire, effectivement, attention chant contre chant. Je sais pas si t'en as d'autres à donner, parce que je pense que c'est des infos qu'on connaît tous, mais c'est vrai que quand t'es dans le feu, c'est bien d'avoir un petit truc de se dire, ok, là je fais vraiment attention, interview, pas le commencer, j'en sais rien, quand la lumière change, faire attention à ces choses-là. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours... je vais toujours essayer d'imaginer le montage dans ma tête pendant le tournage. Donc si je suis en train de filmer une séquence, je vais me dire, ok, là j'ai un plan taille, il me faut un plan plus large, il me faut un gros plan, et du coup je vais direct me faire mon découpage technique dans ma tête pour avoir tous les plans dont je vais avoir besoin. Je fais toujours attention quand du coup je fais une interview et que je suis en plan taille. Si je veux faire un autre plan interview sur la même personne, il faut que je sois au moins en gros plan ou en tout cas plan poitrine. Des règles comme ça ou ça justement quand tu es en séquence, pour avoir ces 3 dimensions de plans différentes, c'est pas facile. C'est-à-dire que en fonction de la taille de la séquence, si ça dure 3 heures, t'arriveras à avoir des plans différents. Mais je veux dire, il y a des actions qui sont finalement assez courtes quand t'es seule à filmer. Comment tu fais pour avoir ces différences de plans qui font la richesse de ton film derrière? Ouais, c'est vrai. Soit, du coup, ce qui se joue, il va falloir que tu sois hyper réactive et du coup, tu te dis, mon plan, il pourra faire que 15 secondes, mais je vais en avoir 3 différents et au montage, tu pourras peut-être essayer de rallonger tout ça. Mais essayer, du coup, d'être assez polyvalente. Comme je te disais, j'utilise un zoom et ça me permet, du coup, direct, j'arrive sur place, je fais mon plan large, après, j'arrive dans la séquence, je peux zoomer, je peux dézoomer et en fait, direct, j'essaye...
d'imaginer mon montage. Quand je vois les gens parler d'une certaine manière, je vois par exemple une personne qui parle à une autre personne, bon bah je fais mon petit plan large, je les vois parler. Là, la personne, elle arrête de parler pour reprendre son souffle, boum, je zoome sur l'autre personne qui va répondre, et du coup, j'essaye déjà un petit peu d'imaginer mon montage comme ça pour gagner du temps si je suis toute seule à la caméra, quoi. Quand tu appuies sur Rec, justement, pour faire ces 3 différents plans, tu lâches pas, je veux dire, tu ne fais pas ton plan large, j'appuie, je rappuie, enfin c'est fini, je retourne, tu fais tout dans le même plan. Parce qu'après ça sera recoupé. Ouais, souvent quand t'as une séquence vraiment qui se vit, j'essaye de pas couper parce que c'est le meilleur moyen de faire une erreur, d'oublier de refilmer parce que tu pensais que t'avais coupé. Enfin, je pense qu'il faut faire attention à ça. Et en fait, je me dis à chaque fois que tu coupes, c'est le moment où il se passe une action que t'aurais dû prendre. Et du coup, quand c'est une séquence, tu sais que ça va pas durer 1 heure non plus. Bon bah je laisse tourner et au moins je suis sûre d'avoir tout ce qu'il me faut, quoi. Et surtout, en fait, même si t'as pas forcément l'image, t'as le son qui tourne. Ouais. Et ça, c'est hyper important, même si c'est pas ce que je préfère, le son, je sais que c'est le plus important. Et des fois, en fait, le son, c'est même plus important qu'une image, qu'une belle image. Alors que, tu vois, si t'as un film, que le son, il est pas top, mais que t'as une superbe image, mais en fait, tu vas pas rester à regarder le film. Enfin, le son, c'est trop insupportable. Alors que si t'as un bon son, mais que l'image, elle est OK, bah en fait, ça passe tout seul, quoi. Ouais, clairement, j'ai le souvenir de, du coup, mon premier documentaire. Je suis allée tourner avec une cadreuse, une chef opératrice qui avait des années de métier, qui était trop forte. Et moi, je me souviens de la première séquence, en fait, j'étais en deuxième cadreuse, on va dire, j'étais en réal, mais aussi j'avais ma caméra, et c'était la première séquence que je tournais. Et on avait lancé la séquence, et elle, je la voyais, elle était partout et tout. Et moi, je faisais des petits rushs. Ouais. Et après, quand il fallait aussi, on avait un ingé son, donc quand il fallait synchroniser les choses, je me suis dit, elle, ça va être simple. En gros, ils ont un rush, et c'est bon. Et moi, j'ai plein de micro-moments, et je suis oh là là, la boulette, j'aurais dû laisser tourner. Ça, au montage, c'est beaucoup plus dur, ouais. Ah ouais, l'enfer. Le temps, on les a pratiquement pas utilisés, tu vois, juste à des moments où il y avait vraiment des scènes où je savais que j'avais filmé, et comme j'étais au montage, j'étais ah oui, je sais que ça, je l'ai, tu dois avoir un deuxième plan de ce truc, mais bon, faut aller le rechercher, et ça met un temps fou. Le premier documentaire que j'ai tourné, donc, c'était au Kenya. Et à la base, moi, en fait, je faisais des vidéos pour des agences de voyage. Donc, j'avais l'habitude un peu de faire, on va dire, du format reportage, mais c'est des petites vidéos de 2 minutes. Donc, en fait, j'ai besoin d'un rush de 5 secondes et derrière, je passe à un autre rush. Et là, en fait, quand on a commencé à faire le tournage du documentaire, des fois, oui, il fallait filmer le paysage, donc je filmais 5 secondes. Et c'est vrai qu'elle me disait, mais des fois, on a besoin d'un plan de 30 secondes parce que c'est ton plan d'introduction, parce que t'en as besoin pour faire durer la séquence. Et c'est vrai qu'il faut le penser beaucoup plus long, en fait, le projet de documentaire. Donc, t'es obligé de prendre des rushs qui sont longs. Si tu veux faire un plan fixe, tu attends au moins 30 secondes. Comme ça, t'es sûr d'avoir de la matière et pas un petit mouvement qui fait que ton plan est raté, quoi. Ça, c'est fou. Et même, il y a aussi toute la narration qui va venir derrière. Et des fois, tu as besoin que ton image, elle raconte, elle te laisse le temps de parler. Et ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, surtout quand on est habitué plutôt à des projets courts. Exactement. On a fait un bon tour sur le tournage. Est-ce que tu as des choses à rajouter avant de passer à la post-production ? Je pense que c'est important d'être patient. Parce que, par exemple, j'ai eu des expériences, on va dire, en documentaire solo, et parfois, ça se passe pas du tout comme on a envie, parfois, on n'a pas du tout les séquences qu'on veut, et je pense qu'il y a toujours un moyen il faut toujours essayer de repenser le montage, réécrire, et se dire que ça va le faire en montage derrière, si on a réussi à, on va dire, penser le film. Je sais pas où je vais exactement avec cette pensée, mais en tout cas, c'est important de rester flexible et surtout de pas paniquer, de se dire j'ai pas les séquences que je veux, mais je peux en avoir d'autres ou pas du tout, et essayer de réimaginer après le film en post-prod, quoi. Ouais, il y a toujours moyen de réécrire avec la matière, en vérité. Ouais, absolument. Donc, tu as assez de matière, ce qui est très important, du coup, de filmer beaucoup. Il faut beaucoup, ouais. Il est toujours possible de raconter quelque chose, même si c'est pas ce que tu voulais raconter à la base. Mais je te suis. Totalement. Sur la post-production, pour toi, c'est quoi l'intérêt de la post-production ? C'est ce qui va venir mettre ton film bout à bout et créer vraiment une histoire. Comme je disais au début, en fait, il y a une première écriture, une première phase d'écriture en pré-production. Ça commence à s'écrire vraiment pendant le tournage, mais il y a une deuxième phase d'écriture, on va dire, au montage. Et là, en fait, tu peux changer vraiment toute ton histoire. Et du coup, le montage, c'est ça qui est très compliqué, en fait. C'est que dès que tu commences sur ton logiciel et qu'il n'y a rien, tu pars vraiment de zéro, et c'est le plus dur, en fait. C'est au début de décortiquer vraiment tout ce que tu as capturé, ça prend des heures.
Et je pense que le montage, c'est ultra important parce que c'est ce qui va donner le rythme, c'est ce qui va venir transmettre de l'émotion aussi. Il y a tellement de choses auxquelles il faut penser, à la musique. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose que j'utilise énormément parce que c'est vecteur d'émotion à fond. Et enfin, la bonne musique avec le bon rythme, avec les bons effets de son, une belle image, c'est ce qui va venir créer une séquence qui est forte, quoi. C'est quoi ton process quand tu arrives, du coup, tu as tourné toutes tes images? Tu arrives sur ton logiciel, d'ailleurs, quel logiciel? Ouais. Et tu commences par quoi? Alors, je monte sur Adobe Premiere Pro. Et là, récemment, je vais passer sur Resolve, mais que pour la partie étalonnage, parce que je trouve que tu peux vraiment plus approfondir la couleur. Et du coup, moi, le process, alors quand je fais du documentaire, généralement, il y a de l'interview. Et donc, moi, l'interview, ça va vraiment être mon squelette. Et je vais suivre cette ligne rouge, en fait, que je vais du coup écrire avec l'interview. Donc, en fonction de ce que j'avais écrit en amont, j'ai mes interviews, j'ai mes phrases un petit peu choc. Et donc, en fait, je vais faire un dérush. Je vais enlever un peu les parties que je juge pas importantes, les phrases que je trouve sont assez puissantes, que tu pourras venir agrémenter dans ton montage. Et ensuite, on va découper en 3 actes. Souvent, moi, c'est ce que je fais en documentaire. Donc, j'ai au début l'introduction du personnage. Ensuite, il va y avoir le moment challenge, un petit peu, le mur que ton personnage va se prendre. Et à la fin, on va avoir la résolution. Et du coup, ce que je fais, c'est qu'au début, je vais dérush mon interview avec la personne qui se présente, qui nous parle de ce qu'elle fait, pourquoi elle est là. Ensuite, on a du coup la problématique, on va dire. Ça va être la partie un peu plus émotionnelle, la partie compliquée du personnage. Et ensuite, on aura la résolution. Et là, pareil, je vais prendre les parties de l'interview que je considère comme étant censées être à la fin. Et donc, une fois que j'ai un peu mon pré-montage, on va dire comme ça, de l'interview, je vais commencer à monter mes séquences en fonction. Ok. Ouais, tu rajoutes tes images finalement à la suite et ton fil rouge, Ouais. c'est plus les interviews. Tu mets pas forcément de voix off, il me semble, dans ton... Ça dépend. Je peux en rajouter un peu si je considère qu'à l'interview, j'ai pas eu vraiment les phrases que je voulais et que ça sonne pas comme il faut. Mais généralement, j'essaye de faire plutôt de l'interview. Je trouve que ça sonne toujours plus vrai que quand c'est un texte. Ou alors, il faut que la personne, elle sache extrêmement bien lire pour faire de la voix off, quoi. Ouais, ok. On a parlé des images, donc dans ta construction d'images, tu les penses beaucoup en amont, mais je trouve qu'il y a quelque chose à jouer, tu l'as dit sur DaVinci notamment, à la post-production. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que toi, tu as, je sais pas, des luttes que tu utilises toujours? Est-ce que tu as une attente particulière? Quelles sont les couleurs que tu cherches? Souvent, j'aime bien du coup... En pré-production, tu sais, je faisais mon petit mood board et souvent ça va venir donner un peu l'intention que je cherche derrière mes images. Si je veux quelque chose de plutôt chaleureux, quelque chose de plutôt froid, lumineux, enfin coloré. Et du coup, c'est un peu, on va dire, ça que je viens rechercher en étalonnage. Et du coup, quand je fais mon étalonnage, je viens toujours essayer de faire ressortir ce que j'ai vu le jour J avec mes yeux, un peu comme en photo finalement. Et ce que j'aime bien, c'est essayer de pousser l'image et lui donner un style un peu cinématographique. Donc ce que je fais généralement, c'est que je travaille... alors avant, je travaillais du coup avec une lutte, Rec 709, qui me fait ma conversion quand je passe d'un profil logarithmique à de la couleur. Et ensuite, je viens jouer sur mes contrastes. J'aime bien quand c'est assez contrasté et venir créer un petit style, en fait, on va dire, propre à l'univers de ce documentaire. Et maintenant, comme je suis passée sur Resolve, tu peux utiliser des power grades, ça s'appelle. Donc il y en a plein que tu peux trouver sur internet, que tu peux acheter, et c'est encore plus complet en fait pour travailler ton image, et tu te rends compte à quel point tu peux vraiment travailler la couleur et le contraste et tous les petits détails en fait sur Resolve, quoi. Power grade, c'est une lutte améliorée? En quelque sorte. En fait, quand tu vas utiliser une lutte, tu vas juste mettre un filtre sur ton image et c'est tout. Alors que quand tu utilises une power grade, tu vas avoir une dizaine de calques différents et tu vas pouvoir venir jouer sur chaque paramètre sans influer sur l'autre calque. Si je viens toucher ma balance des blancs, par exemple, ça ne va pas venir toucher le calque qui a changé la couleur de peau de mon personnage. Et du coup, chaque petit détail peut être changé individuellement. Ouais, ce qui te permet d'arriver plus finement sur l'esthétique que tu recherches. Ouais, complètement. Ouais, tu peux vraiment plus peaufiner ton look et du coup avoir une image qui est vraiment travaillée comme tu l'imaginais, quoi. Ouais, mais j'imagine que c'est un temps de malade. Ouais, mais c'est pour ça que je trouve que l'étalonnage, être étalonneur, c'est un vrai métier, c'est ultra complexe et c'est pour ça qu'il existe des power grades ou des luttes, c'est aussi pour nous faciliter le travail. Donc moi j'aime bien travailler avec une power grade, ça me permet déjà de donner un premier look à mon image et après moi-même je viens dans les détails pour modifier ça et faire en sorte que ça ressemble plus à l'image que j'avais, quoi. Est-ce que tu as des chiffres à nous donner sur le delta jour de tournage, jour de montage?
Je sais pas si pour 2 jours de tournage, tu sais que t'en as pour X temps à dérocher et donc X temps de montage. Ouais, en tant que chef-op, généralement, ça dépend si on va tourner avec mon matériel ou si on tourne avec du matériel qui n'est pas à moi. Mais en moyenne, je vais me situer entre 600 et 800 euros par jour travaillé de tournage. Mais encore une fois, ça dépend. Quand c'est du documentaire, c'est pas souvent beaucoup payé. Enfin, ça dépend vraiment des budgets de chaque prod. Par exemple, quand j'étais sur Kenya et Madagascar, j'étais payée 250 euros au jour en freelance. Et c'était 10 jours de tournage. Et derrière, après, comme j'ai fait l'étalonnage, j'ai aussi été rémunérée sur mon étalonnage. Mais après, ça va vraiment dépendre du projet. Par exemple, j'ai été étalonneuse sur des projets de documentaires. Et là, pour le coup, si j'ai un 26 minutes, j'estime que je vais faire 2-3 jours de post-prod, vraiment étalonnage dessus. Et donc là, je vais peut-être facturer 500 euros, 600 euros jour travaillé, quoi. Donc c'est plus de l'estimation. Et derrière, il y a la réalité. Et du coup, en fonction, tu factures combien de temps travaillé t'as passé sur le projet. Mais tu me fais une magnifique transition parce que moi je pensais au jour de tournage mais j'avais pas pensé encore au budget, mais on va clairement arriver là-dessus sur justement la partie un peu plus business. Ouais. Avant qu'on passe à ça, est-ce que tu as 2 choses à rajouter sur la partie vraiment comment créer des images et que ça soit de l'organisation à la post-production? Je pense juste que pour créer une image, il faut toujours, quand on fait de la vidéo, ce qui est compliqué, c'est qu'on se dit toujours il faut du mouvement, c'est vivant et machin. Et en fait, je pense qu'un bon directeur photo, c'est un photographe. Et du coup, en fait, il faut toujours imaginer sa vidéo comme étant une photographie, parce que c'est 25 images par seconde. Et ce que j'aime bien, c'est que quand je prends une image, je me dis, ok, là, si je fais un screen, ça pourrait être une photo. Et du coup, j'essaye toujours de penser mes vidéos, mes images comme étant des photos. Et du coup, ça m'aide vraiment à composer aussi, à me dire, ok, il faut que, comme on en parlait, il y ait un sens de lecture et que ça soit très bien équilibré pour que ça puisse faire ressentir quelque chose à ton spectateur, quoi. Ouais, la direction artistique finalement est hyper importante, et que ce soit en photo et même en peinture, il y a des règles que tu gardes sur l'image que tu peux retrouver en vidéo et qui sont des fois pas assez travaillées justement sous couvert de mouvement et sous couvert d'action. Des fois t'as pas le temps de poser ta caméra là où tu as envie. Ouais. Bon tu te retrouves tu filmes quand même l'action pour qu'elle soit racontée parce que ça veut dire quelque chose dans ton histoire. Ouais, complètement. Je pense qu'il faut toujours laisser vivre son sujet, laisser vivre l'action qui se passe devant. Même si toi tu fais pas de mouvement ou quoi, c'est pas grave, mais il faut juste laisser vivre ce qui se passe devant toi. Et ça, c'est hyper important. Clairement. On a parlé de pas mal de choses et j'aimerais qu'on revienne sur tes expériences parce que du coup, t'as fait des films, des vidéos pour plein de projets, pour plein de marques, pour plein de chaînes. Et je me dis, waouh, c'est fou, t'es encore assez jeune, on va dire. Mais j'espère. Ouais, je me dis, waouh, t'as déjà fait trop de trucs qui font rêver beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux nous dire comment tu les trouves, tous ces projets ? Beaucoup de bouche à oreille. En vrai, c'est beaucoup de bouche à oreille pour trouver ces projets. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Déjà, j'ai mis en place assez tôt, on va dire, un compte Instagram et un portfolio, un site internet pour pouvoir présenter mon travail. Et je pense qu'il faut vraiment aller à la rencontre des gens, ne pas hésiter à envoyer son travail pour que les gens voient ton travail et du coup se disent « Ok, j'ai envie de bosser avec cette personne ». Et je pense que je réfléchis un peu en fait au projet que j'ai fait. Je pense qu'il y en a pas mal aussi où c'est moi, j'ai imaginé le projet parce que je me suis dit ok, je sais qu'on va pas venir me chercher pour ce genre de projet et du coup il faut que je l'imagine moi et qu'ensuite j'aille chercher un petit peu les fonds, des sponsors ou des choses comme ça pour pouvoir investir et pas investir mais en tout cas pouvoir filmer, faire ce projet quoi. Tu vas chercher des sponsors ? Parfois ça m'arrive. En fait, vraiment, la vidéo, j'ai commencé par passion et du coup, c'est toujours vraiment une passion aujourd'hui. C'est ce que j'aime le plus faire au monde. Et je me dis, des fois, on se perd trop dans les projets clients et on fait des choses qui nous ressemblent pas tellement et ça peut parfois être alimentaire ou en tout cas moins intéressant. Et je me suis un peu donné une règle d'or, on va dire, où chaque année, je m'oblige à faire un projet passion, un projet pour moi. Mais c'est des projets qui prennent du temps, de l'argent souvent, notamment ce tournage en Thaïlande. Et du coup, derrière, je me dis, ça peut être cool si je peux au moins rembourser ce que j'ai investi dans ce film pour pas perdre trop non plus, quoi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour ce tournage en Thaïlande, j'ai tout tourné. J'ai moi-même payé mon billet d'avion pour aller en Thaïlande, mon logement. J'ai déboursé environ 2000 € au total pour faire ce film. Et derrière, je me suis dit, ça serait cool de quand même pouvoir réussir à gagner un petit peu des sous, pas forcément me faire une marge, mais juste rembourser ce prix que j'ai investi. Et du coup, derrière, je vais proposer le projet à des marques qui auraient envie de sponsoriser le film, être partenaires.
Et du coup, comme ça, ils auraient leur logo sur le film. Quand je fais de la communication, je peux parler d'eux, etc. Et du coup, c'est ce qui s'est passé avec Sony, par exemple. Ouais. Donc ouais, c'est aussi une possibilité. Pour que les auditeurs en sachent un peu plus, est-ce que tu peux nous parler justement de ce documentaire en Thaïlande, de quoi on parle, comment t'es arrivée à vouloir créer ça et quelle est l'histoire que t'as racontée? Et ben alors du coup, il faut savoir qu'en 2024, j'étais sur une émission qui s'appelle The Island. Donc c'est une émission qui est produite par M6. Et en fait, on est donc dans une émission de survie où on a 10 célébrités, 3 cadreurs, un médecin. Et donc on est tous en mode survie. Donc on doit survivre 10 jours sur cette île et on doit filmer, nous les cadreurs, on doit filmer en conditions de survie les autres participants. Et donc dans une des participantes de cette émission, en fait, s'appelle Lucie Berthaud et c'est une vice-championne du monde de MMA, elle a fait Koh-Lanta, enfin elle a fait pas mal de choses. Et en fait pendant l'émission, elle me parlait un petit peu de son parcours. Elle me disait que bah voilà, quand elle était plus jeune à l'école, elle se faisait harceler et c'est comme ça qu'elle a commencé la boxe. Elle a eu un parcours de vie assez compliqué, mais c'est quelqu'un qui, je trouve, il y a une résilience très forte qui se dégageait d'elle. Et je lui ai dit, mais en vrai, ça te dit pas, on fait un docu sur ton histoire, ça peut être cool, quoi. Et elle m'a dit, vas-y, grave, je suis chaude, on fait ça. Et du coup, j'ai commencé à écrire quelque chose et tout. On s'est vu à Paris, on a tourné la première interview, 2-3 séquences. Et après, elle m'a dit, bah, en janvier, je pars en Thaïlande avec des élèves. Est-ce que ça te dirait de venir? Comme ça, tu filmes un petit peu bah, le vrai cœur en fait, de l'univers de la boxe, quoi. Et du coup, bah, j'ai pris mon billet et je suis allée là-bas pour la filmer avec ses élèves. Et le docu, en fait, il s'est fait comme ça. C'était vraiment très spontané. C'est j'ai envie de faire ça sur toi. Ok, bah vas-y, on le fait. Et viens en Thaïlande. C'est là qu'il va se passer toute l'action, quoi. C'est ton projet coup de cœur de l'année, du coup? C'était en tout cas celui, je pense, qui m'a appris le plus de choses, qui m'a fait grandement évoluer, parce que comme je t'expliquais, des fois dans certains docus, tout se passe pas comme prévu. Et du coup, ça m'a permis de vraiment faire face à certaines difficultés, on va dire, et pouvoir les surmonter pour quand même obtenir un produit fini qui me plaise, quoi. C'était le premier que tu réalisais complètement? Le deuxième, après le premier en soi, c'était plus en 2022, donc ça commence un peu à dater. Mais j'avais déjà fait un petit portrait de 6 minutes sur une athlète qui avait aussi souffert par le passé. Et en fait, j'avais adoré ce format-là. Et ce que j'adore, c'est pouvoir après les envoyer en festival et les faire vivre. Et c'est aussi comme ça que tu rencontres du monde aussi dans le milieu. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant que juste mettre ton documentaire sur YouTube. Et derrière, au final, bah, au début, t'as des retours, mais après, je trouve qu'il vit plus vraiment. Alors que quand tu l'envoies en festival, bah, c'est super chouette comme parcours aussi. Tu peux faire les deux, l'envoyer en festival et le mettre sur YouTube? Ouais, il y a certains festivals qui acceptent pas forcément quand ton docu est déjà public. Mais après, tu peux faire un parcours festival pendant 6 mois, 1 an, et ensuite le sortir sur YouTube. Et quand tu dis un parcours festival, il me semble que des fois, il faut payer pour proposer son film. C'est souvent payant, ouais. Ouais. T'as des plateformes qui existent comme Film Freeway ou Doc Film Depot. Et ces plateformes-là, en fait, tu peux inscrire ton film. Donc tu vas remplir une fiche complète, on va dire, avec toutes les infos de ton film. Et derrière, tu as plein de festivals. Tu vois quand est-ce qu'ils sont ouverts, quand est-ce qu'ils sont fermés. Et tu peux l'inscrire. Il faut souvent payer. Ça peut aller de 8 € à 50, 60. Tout dépend le festival auquel tu l'envoies. Et derrière, tu sais si tu es sélectionné ou non. Et voilà. Ok. Petite discrétion. Tu as parlé de The Island. Par exemple, ce type de projet, je pense qu'il y en a plein qui rêveraient aussi d'y aller. Comment t'es arrivée là-dessus? Et ben pareil, du bouche à oreille, comme je te disais. Donc en fait, j'ai une amie qui a participé à Ninja Warrior. Et en fait, elle connaissait quelqu'un qui fait passer les castings. Et du coup, cette personne lui a dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui cadre et qui fait un peu de la montagne ou qui est un peu sportif? Et du coup, elle lui a filé mon contact. Donc cette personne m'a envoyé un mail en mode, salut Pauline, pour une émission, est-ce que ça t'intéresserait de faire The Island tout ça. Donc on s'est appelé et en fait, il m'a fait passer un casting parce que comme les cadreurs, on les voit aussi à l'image, je pense qu'ils font passer des castings, mais aussi pour savoir si on va s'entendre avec les autres personnages et tout ça. Et du coup, on a fait ce casting, j'ai pas été retenue. Il y a un des autres cadreurs qui n'a pas été retenu non plus. Et en fait, donc c'était en janvier pour tournage pour avril, et en mars, j'étais au Vietnam. Il me renvoie un message, il me dit, est-ce que ça te dirait d'être cadreuse remplaçante au cas où on a des désistements et des problèmes avec des cadreurs? Et du coup, ça voulait dire qu'avril, il fallait pas du tout que je prévoie de tournage ou quoi, il fallait que j'ai mon avril entier de dispo. Et je lui fais oui, ok, ça marche, parce qu'en vrai, je me suis dit, c'est quand même une opportunité un peu de zinzin, quoi. Et du coup, je rentre du Vietnam. Là, il me demande quand même de faire des tests. Donc, j'ai 1 semaine de tests, test à l'effort, test psy, test médical, pour voir si tout va bien, que mon cœur va bien et que je suis apte à participer.
Et du coup, je reste pendant 10 jours, 15 jours, un petit peu sans nouvelles. Et je sais qu'il y a un petit truc qui est bizarre. Enfin, ils veulent pas me dire, ils veulent pas m'en parler. Mais je sais pas trop ce qui va se passer, quoi. Et au bout d'un moment, je suis en mode, bon, en vrai, là, je suis en train de refuser des tournages. Je suis en train de booker mon avril pour du vent parce que je vais pas partir. Et j'étais à ça de leur envoyer un message en mode, bon, finalement, j'ai plus envie d'être cadreuse remplaçante parce que bah, vous partez dans même pas une semaine et je sais que je vais pas partir avec vous, quoi. Et en fait, je fais un trek tout le week-end dans le Vercors et le dimanche, je finis mon trek et là, je reçois un appel. Et il me dit, est-ce que t'es toujours chaude pour l'aventure et tout Et je suis en mode, bah ouais, let's go. Et en fait, 3 jours après, je prenais l'avion et je suis partie pour The Island. Donc, l'avantage, c'est que j'ai pas eu le temps de stresser pendant des mois à me dire, putain, je vais aller survivre sur une île déserte. Mais 3 jours avant, quoi. Et... Ah ouais. Ouais. Sans prépa ni rien finalement. Enfin, non. T'étais préparée. Dans l'avion, j'ai lu les bouquins des autres participants, comment survivre dans la jungle et tout. Mais le problème, c'est qu'il y a absolument personne qui était préparé, quoi. Mais non, vraiment aucune prépa, rien du tout, quoi. C'est hilarant, ça. Ah oui, bah alors c'était pas drôle sur le moment, mais non, mais au final, je pense que j'ai encore plus apprécié l'expérience parce que j'ai pas eu le temps de m'imaginer quoi que ce soit et c'était hyper spontané, donc non, c'était trop bien. Et c'est fou qu'ils te demandent du coup de booker ton avril sans te payer, donc ouais. Ils te disent bon bah tu dois être dispo, mais en fait t'es pas sûr et à tout moment toi tu refuses des tournages qui n'ont servi à rien, quoi. Ouais, bah là c'est parce que j'avais accepté d'être cadreuse remplaçante et c'est ce que ça demandait, mais c'est clair que sur le moment j'étais en mode bon, pourquoi je fais ça, quoi, en sachant que je sais pas si je pars, c'est dans une semaine. Ouais. Donc ouais, c'est compliqué, mais je pense qu'ils se disent c'est tellement une grosse opportunité pour certaines personnes oui, qu'il y en a ils sont prêts à le faire, quoi. Tu bananes tout le reste, ouais, exactement. c'est pas possible. Ouais. T'as quel statut aujourd'hui ? Je suis freelance. Ok. Je suis freelance, mais ça ne m'empêche pas de faire de l'intermittence, enfin des contrats en tout cas, des CDDU, quoi. Typiquement pour The Island, c'est un CDDU. Exactement. Je fais pas mes heures, je cherche pas à les faire. Du coup, ça vient pas... Je sais que quand t'es intermittent du spectacle, que t'as vraiment ce statut, c'est plus compliqué d'être freelance à côté parce que bah, tu fais les deux mêmes métiers et du coup, voilà. Mais moi, mon statut principal, c'est d'être freelance. Et à côté, s'il y a besoin de faire des contrats en intermittence, bah, ça pose pas de problème, quoi. L'intermittence est moins payé que le freelance, étant donné que tu as... Enfin, c'est des charges. L'intermittence, c'est presque... Tu cotises, etc. Et le freelance, pas du tout, on est d'accord ? Je sais pas si c'est moins payé, mais en tout cas, je sais qu'il y a une convention collective. Et du coup, t'as un barème, on va dire, de prix qui sont assez fixes. Et je pense que tu peux quand même donner tes tarifs, mais en général, t'as quand même une grille. La production, elle a sa propre grille aussi. Et du coup, ils te disent, bon, bah voilà, t'es payé tant. Alors que si t'es en freelance... Je pense que tu vas dire, bah là, mon tarif, c'est ça, et du coup, tu vas plus bosser peut-être avec ton tarif. Mais j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est plus ça. Oui, effectivement. Mais oui, avec les charges, comme tu dis, en soi, t'as pas besoin de déclarer derrière parce que c'est déjà déclaré, et du coup... Et tu l'as dit tout à l'heure, en termes de charte, un statut intermittent, typiquement pour ce genre d'émission, t'étais autour de 250 €. Non, c'est pas ça que t'as dit. Non, ça c'était pour le docu, mais là, j'étais en freelance, pour le coup, au Kenya et Madagascar. Okay. Non, là pour The Island, donc c'était 10 jours de tournage. Je sais pas si je peux donner le salaire parce que j'ai sûrement dû signer une clause, mais on est... Je sais pas si t'as fait de l'intermittence pour d'autres types. Pas trop. Non, pas trop, ok. Ouais, on est pas obligé de pas trop. Mais ouais. Non, mais je pense que... En fait, The Island, déjà, tu touches... Donc, t'es rémunéré sur les jours de tournage. Et en plus, derrière, t'as les droits d'auteur quand t'es cadreur-réalisateur sur l'émission. Tu touches des droits d'auteur au moment où l'émission, elle est publiée sur M6 et puis avec M6+ aussi. Et du coup, bah, t'as un peu un complément, on va dire, qui arrive, quoi. Ouais, et que ça est indéfini tant que c'est republié, tant que c'est... totalement. Mais bon, après, il y a eu des petites histoires qui font que on est 2 cadreurs sur les 3 à avoir eu 2,5% des droits d'auteur, alors qu'on était censé être tous à 20%. Et je pense que ça s'est un petit peu arrangé entre copains au niveau des droits d'auteur, quoi. Ouais, c'est un peu plus compliqué, c'est le monde de la télé aussi. Certaines chaînes, en tout cas, je pense. C'est pas facile, les droits d'auteur. Moi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre qui a les droits, pour combien de temps, qu'est-ce qui te revient ou pas. Enfin, il y a vraiment des questions... Ouais, et puis quand c'est pas toi, en plus, qui remplit le truc et tout, bah du coup, tu laisses quelqu'un d'autre faire pour toi, mais du coup, derrière, t'es pas maître de ce qu'on met, quoi. Et souvent, on choisit pour toi. Ouais. Et là, ça dépend. Allez, les petites jeunes de la télé, on les veut pas trop à la télé, quoi. Ouais, bien sûr. Mais bon. Non, ça, c'est des vraies questions.
On a parlé chiffres. Est-ce qu'on vit bien de ces métiers? Parce que souvent, du coup, quand on entend le documentaire, c'est une galère, la télé, c'est une galère, t'es mal payé. Et j'ai souvent entendu que justement, quand on fait des projets qui font aussi rêver, donc ils te vendent aussi l'histoire de tu vas vivre un truc incroyable. C'est un métier passion. Voyage. Voilà, le fameux métier passion. Ouais. Est-ce que c'est quoi, toi, ton avis sur la question? Je pense que il faut être prêt à ce que ta vie elle soit assez instable quand même. Il y a des mois où tu vas toucher 0 €, il y a des mois où tu vas toucher 7000, enfin je dis vraiment des chiffres au pif, mais il faut pas voir les choses mensuellement, je pense, surtout quand tu es freelance, mais c'est plus à l'année. Et je pense que c'est un métier qui peut à la fois te permettre de vivre convenablement, si tu trouves assez de projets. Après, aujourd'hui, je vis pas à 100% du documentaire parce que c'est un métier qui est assez compliqué, un milieu qui est assez compliqué. Je pense que quand tu trouves le projet, du coup, t'es bien rémunéré, mais il faut trouver ce super projet tous les mois, quoi. Et ça, c'est compliqué. Donc, je pense que l'univers de la vidéo, quand tu t'en sors bien, tu peux bien gagner ta vie, mais c'est instable et il faut toujours chercher, il faut toujours être... c'est pas simple. Ouais, être force de proposition, avoir les opportunités, pouvoir être assez flex sur... Et comme tu disais, souvent on va te dire c'est un métier passion, ok, je te paye moins, mais derrière tu vas voyager gratuitement et tout ça, et c'est à toi aussi de naviguer à travers tout ça et te dire en fait c'est pas le voyage là qui va me payer mon loyer, quoi. Et donc mes compétences méritent salaire, même si y a un voyage à défrayer. Et ça demande pas mal de négociations, mais je pense qu'une fois que tu as fait tes premiers contrats où tu as su négocier et toucher ce que tu méritais de toucher, derrière, c'est plus simple pour trouver aussi les clients qui vont te rémunérer à ta juste valeur, quoi. Ouais, il y a une question de posture aussi, de se sentir légitime à demander un tel prix. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est important qu'on en parle là, de se dire, quelqu'un qui se dit, j'ai les mêmes compétences que toi, et elle a été payée, je sais pas, à 500 € sa journée, pourquoi moi je la fais à 300? Enfin, tu vois, il y a une histoire de aussi ce... Complètement. Et tu peux toujours être payé pour quelque chose. Tu vois, j'ai bossé avec des agences de voyage et j'ai toujours été rémunérée pour mes photos, pour mes vidéos, en plus du voyage. Alors que je sais qu'il y en a beaucoup qui partent en voyage, ils font les photos pour l'agence, les vidéos, mais derrière ils sont pas payés. Et on leur dit on te paye en voyage. Mais en fait, non. Il faut savoir que tu peux être payé pour voyager et c'est un métier. Et du coup, il faut pas se laisser avoir par ça. Et pareil en documentaire, mais tu vois, je sais que moi je fais vraiment au cas par cas. Il y a des docus où je me dis ça c'est vraiment mon rêve de faire ce genre de documentaire là. Donc si je suis payée 250 € la journée, même si derrière l'URSSAF etc. Il te reste pas 250, en fait je vais m'y retrouver quand même parce que j'aurai d'autres projets à côté pour venir compléter mes revenus. Et à côté je fais vraiment quelque chose qui me plaît, quoi. Donc je pense que c'est bien de savoir doser. Si tu peux te permettre de faire des projets où tu es un peu moins rémunéré, mais tu sais que c'est pas parce qu'on essaye de t'arnaquer et que c'est juste parce que c'est un petit docu indépendant qui a pas trop de moyens, je pense que c'est ok aussi de faire des exceptions, quoi. Ouais, c'est une histoire de balance. Des projets que tu vas peut-être moins kiffer, mais qui vont peut-être plus te rapporter. Complètement. Et d'autres où tu vas peut-être plus donner parce que tu crois en le projet, parce que tu as envie d'y être. Tu vois, The Island, au final, si tu compares avec le docu du Kenya, j'ai été beaucoup plus payée. Mais à côté, t'es en mode... Asie Island ? Ouais, Asie Island. Mais à côté, je dirais, pour donner une fourchette, mais j'étais peut-être 2-3 fois plus payée que le Kenya et Madagascar. Mais à côté, je passe 10 jours où je risque ma vie, je travaille 24 heures sur 24, je me réveille la nuit, je dois filmer, il pleut, je dois filmer, et je mange pas, quoi. Donc, tu te dis, je suis un petit peu plus rémunérée, mais en même temps, je risque aussi ma vie, donc faut jauger aussi là-dessus, quoi. Oui, puis derrière, t'as des grands groupes où t'as un truc indé, il y a aussi le savoir jauger, comme tu dis, les capacités de ton client. Il y a des fois où, oui, quelqu'un va vouloir te donner de l'argent, mais n'a pas les moyens pour X ou Y raison, et ne veut pas te donner de l'argent parce qu'il préfère s'en garder. Il y a plein de manières de voir les choses. Complètement. Et si je peux dire une dernière chose, vu que je sais que t'aimes bien les chiffres et que ça peut toujours aider. Là, tu vois, par exemple, je vais pas donner de détails sur le projet, mais je suis en train d'imaginer du coup un projet de 4, 5, 6 minutes sur une athlète. Et l'idée, c'est de faire du contenu de marque. Donc, c'est un portrait documentaire, mais avec une marque qui sponsorise le film. Et du coup, j'ai proposé ce projet-là à une marque parce que la personne que je vais filmer, elle est ambassadrice de cette marque. Et du coup, ils m'ont demandé, vous avez besoin de quoi pour faire ce film? Et j'ai dit, une fourchette, il me faudrait entre 4 et 6 000 € pour faire ce film, à voir si vous voulez mettre autant. Et du coup, si on a de l'aide déjà budgétaire, ça permet de rémunérer un petit peu les équipes, ça permet de rembourser, on va dire, les trajets, les choses comme ça. Et derrière, ça fait un petit peu de bonus. Mais
En premier lieu, on va dire que c'est plus un projet passion que j'ai envie de faire pour l'avoir dans mon portfolio et que derrière, il y ait d'autres marques qui viennent me voir en mode c'est ça qu'on veut. Mais en même temps, si on peut avoir un petit peu de budget, c'est cool, quoi. Donc pour le budget aussi, ça dépend vraiment de tes besoins aussi. C'est-à-dire que toi, tu vas vachement chercher finalement aussi le sponsoring, de dire moi j'ai envie de réaliser ce projet, voilà ce que je vous propose, et derrière j'ai besoin de temps, est-ce que vous êtes prêts à financer? Mais parce que l'avantage du sponsoring, c'est que j'ai l'impression que tu gardes toute ta liberté créative. Derrière, ils vont pas te dire ah non, on veut une séquence comme ça ou quoi. Enfin, en fait, ils vont affilier leur nom au film, mais en soi, t'as ta liberté créative. Et ça, j'avoue que quand il y a goûté, c'est un peu compliqué de plutôt vendre un projet à une chaîne et te dire qu'elle va vouloir changer pas mal de choses, quoi. Ouais, c'est clairement le Graal, la liberté créative. Complètement. C'est très important. Tu es aussi ambassadrice Sony, on en a un petit peu parlé. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, sur notamment le documentaire, mais comment surtout on devient ambassadrice Sony? Comment t'es arrivée là? C'est vrai. En fait, tu deviens pas tout de suite ambassadeur Sony. Je me souviens, il y a genre 6-7 ans, j'avais contacté Sony France. J'étais en mode, est-ce que je peux devenir ambassadrice? Je shoot avec du Sony, j'adore Sony. Et on m'avait un peu... on m'avait mis un vent, je crois. Non, en fait, je me suis un peu fait repérer, on va dire, déjà parce que ça fait des années que je poste des choses sur Instagram, des photos, des contenus, et je shoot tout au Sony. Donc en fait, je taguais toujours le compte Sony, et je pense qu'ils me suivaient un petit peu. Et un jour, ils m'ont repéré et ils m'ont dit est-ce que ça te dirait qu'on fasse une première opération ensemble? C'était sur un Xperia, donc un téléphone. Et pendant 4 mois, je devais sortir un certain nombre de contenus pris avec le téléphone, quoi. Donc faire des photos et tout ça. Et du coup, en fait, ça a commencé comme ça. Donc j'ai été créatrice pour eux pendant 2-3 ans. Et c'est qu'après 2-3 ans, voire 4 ans, qu'ils m'ont dit est-ce que ça te dirait de devenir ambassadrice, de rejoindre la petite famille? Et en fait, je pense que ça se fait vraiment au fur et à mesure tu gagnes leur confiance, t'apprends à les connaître et du coup, ils te font rentrer un peu dans l'équipe. Parce qu'il y en a, ça fait 10-15 ans qu'ils sont ambassadeurs Sony. Et du coup, ce qui fait que aussi je peux être ambassadrice Sony, c'est d'avoir un petit peu des abonnés sur Instagram parce que tu fais de la création de contenu, donc il faut que tu puisses parler à ta communauté, que tu puisses parler du matériel Sony finalement. Et en même temps, il faut avoir une certaine patte artistique parce que tous les ambassadeurs Sony ne font pas la même chose. Tu peux avoir un photographe animalier, un photographe outdoor, un photographe cuisine, mais tu auras rarement 2 ambassadeurs qui font la même chose. Ok, ouais, c'est arrivé avec un truc différenciant. Complètement. Qui est important. Mais on va revenir à... On est les 2 vidéastes ambassadeurs Sony. Sinon, c'est que de la photographie. Ah ouais. Que 2. C'est fou. Ouais, et on est 2 femmes ambassadrices sur 20 personnes. Il y a peut-être des places à prendre. Il n'y a pas beaucoup de monde et il y a des places à prendre. C'est quoi être ambassadeur Sony? Qu'est-ce que ça implique et est-ce que tu as des avantages là-dessus? Et déjà, quand tu es ambassadeur Sony, des règles de base, mais sur les réseaux sociaux, tu parles pas d'autres marques. Quand Sony produit déjà ces choses-là. Par exemple, je sais que j'ai des marques qui sont venues vers moi pour mettre en avant un objectif ou un objectif par exemple. Et du coup, tu vas pas parler de ces autres marques-là parce que c'est de la concurrence directe. Après, moi, je sais que des fois, je fais de la publicité pour DJI qui font des drones et des stabilisateurs. Ça, Sony en produit pas. Donc en gros, je peux en parler, je peux faire la pub, il n'y a pas de problème. Donc déjà, il y a une exclusivité avec Sony. Ensuite, quand tu es ambassadeur, tu dois faire une intervention sur un salon, type salon de la photo. Après, tu organises des choses, des workshops par exemple, pour apprendre les bases de la photo ou de la vidéo avec des personnes qui sont intéressées. Et globalement, c'est vraiment un échange en fait, ça se base sur de l'échange. Tu vas pouvoir leur envoyer des photos qu'ils vont pouvoir réutiliser derrière sur leur site pour illustrer des choses. Et les avantages, c'est que déjà, tu as une dotation. Une fois par an, tu peux, à une certaine hauteur d'euros, tu peux avoir des objectifs ou un appareil. Donc ça, c'est vraiment pratique pour renouveler aussi ton parc d'optique et de boîtiers. Et ils te mettent aussi, on va dire, sur des missions, sur des OP. Quand tu as un nouveau boîtier qui sort, ils vont peut-être te demander de faire la campagne de lancement, de faire les photos, la vidéo. Et du coup, ça te permet aussi d'être sur des projets qui sont assez créatifs. Et qui, là, sont rémunérés. Et qui sont rémunérés, tout à fait. Ouais. Hyper intéressant. Je sais que ton documentaire que tu as fait récemment donc, sur une boxeuse, tout à fait. Coach, il a été soutenu par Sony. Est-ce que tu peux, du coup, est-ce que ça rentre dans le programme ambassadeur, que c'est peut-être plus simple effectivement de leur proposer? Comment tu as amené ce projet à Sony? Je pense que c'est plus simple effectivement quand tu travailles déjà avec les équipes. Après, là, pour le coup, c'est un projet que j'ai proposé à l'Europe, Sony, qui sont basés à Londres.
parce que je connais aussi les équipes et je connais la personne, on va dire, qui gère la caméra que j'ai utilisée pour ce documentaire-là. Et je sais que souvent, ils ont besoin d'un peu de promotion sur les réseaux sociaux concernant ces appareils. Et je me suis dit, j'ai un documentaire entièrement tourné avec cet appareil, donc je peux lui proposer de sponsoriser le film. Et en retour, je prévois de faire 2-3 posts sur Instagram qui va parler des backstage de ce documentaire, essayer de parler un peu plus de la technique du film. Et du coup, pour le coup, ils ont accepté parce qu'ils se sont dit, ok, là, en fait, c'est pertinent de sponsoriser ce film qui parle de cette caméra parce qu'en ce moment, on a besoin de parler de cette caméra. Donc là, je savais qu'il y avait quelque chose à jouer. Après, je pense que ça dépend vraiment du timing aussi, mais généralement, ils sont toujours hyper ouverts pour s'affilier à des projets qui ont du sens, qui sont pertinents. Enfin, c'est hyper cool de travailler avec eux parce que c'est un vrai échange, quoi. Ouais, c'est une famille. C'est une famille, ouais. On dit. Est-ce que tu as une fourchette à nous donner sur ce documentaire ? C'est quoi sponsorisé ? Le documentaire, il dure 10 minutes. 10 minutes. Ouais. Est-ce que tu sais nous dire, je sais pas, combien de temps il t'a pris de production, de tournage, etc. Et te dire, ok, ça a été sponsorisé à hauteur de combien, si tu peux donner une fourchette ? Et est-ce que toi, tu te dis, c'est rentable, ces projets passion, justement, est-ce que ça te rembourse au moins, on va dire, ton temps ? Ou est-ce que c'est quand même des projets qui te coûtent ou sur lesquels tu gagnes de l'argent ? Alors, c'est vraiment projet passion. Je saurais pas dire combien de temps j'ai travaillé dessus. Il y a eu un jour de tournage à Paris. Après, il y a eu 15 jours de tournage en Thaïlande. Et ensuite, la post-prod, ça m'a pris 1 an. Mais ponctuellement, quoi, j'avais aussi d'autres priorités. Mais je dirais que c'est quelque chose qui a pris peut-être des mois de travail, quoi. Donc, pas du tout rentable. Je l'ai pas du tout fait pour ça, de toute manière. Donc voilà. Mais je pense que ça, c'est un projet, de manière générale, qui pourrait coûter peut-être 15-20 000 euros. Mais aujourd'hui, il a remboursé tout juste mon voyage. Ok. Donc ouais, on n'est pas sur du bénéfice, mais en tout cas, les frais que j'ai engagés là-dessus ont été remboursés. Et à côté, moi, vu que c'était un projet passion, ça me faisait plaisir à côté aussi de pouvoir faire ce projet-là. Donc si je suis pas rémunérée, c'est pas grave. Mais pour les prochains, j'essaierai plutôt de gagner ma vie quand même avec. Ouais, je comprends. On a parlé du coup du fait que tu sois ambassadrice Sony et potentiellement il t'avait aussi repéré par rapport à la création de contenu. Venons-en à la création de contenu. Pourquoi tu t'es décidée à créer du contenu sur les réseaux ? Alors en fait ça remonte à il y a 10 ans. J'ai quel âge ? 26. Il y a 13 ans, je faisais des vidéos sur YouTube quand j'avais 12 ans. Tout ce que je faisais en fait dans ma vie, il fallait que je le filme. Donc si je faisais du basket, je filmais le basket, et si je faisais du graffiti sur papier, je filmais le graffiti sur papier. Et en fait, quand j'étais en 5e, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube sur Minecraft. Et du coup, entre mes 12 ans et mes 16 ans, je suis très vite montée en abonnés à quasiment 500 000 abonnés sur YouTube. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté parce que j'étais au lycée, que j'avais envie de profiter de la vraie vie et ça me saoulait en fait. Et à ce moment-là, je voyais pas du tout le fait d'être youtubeur comme étant un métier. Je me suis dit, mais jamais je ferai du Minecraft toute ma vie, quoi. Ouais. Donc j'ai arrêté, mais j'ai continué à faire des vidéos sur les réseaux. Donc j'ai commencé à présenter des séries, ensuite j'ai commencé à filmer un peu mes vacances, et ensuite je suis partie en école de cinéma quand mes parents m'ont dit mais peut-être que ce que tu peux faire de ta vie c'est de l'audiovisuel, parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Parce que pour moi en fait la passion ne pouvait pas être ton métier, il fallait que ton métier ce soit alimentaire, que ce soit pas facile et tout ça. Et du coup, en fait, même si j'ai arrêté Minecraft, j'ai quand même continué à créer et j'avais déjà cette base d'abonnés sur les réseaux sociaux qui fait que, en fait, même quand j'ai transitionné, j'ai toujours des gens en fait qui continuent à me suivre parce que, comme j'étais super jeune, les gens qui me suivaient, ils avaient le même âge que moi. Et c'est fou, mais tous les gens issus de Minecraft sont soit partis dans l'informatique, soit dans la photographie. Excellent. Et du coup, en fait, j'ai gardé une base d'abonnés qui fait que j'ai tout de suite pu collaborer, on va dire, avec des marques. Donc quand j'étais en école de cinéma audiovisuel, j'ai collaboré avec des marques en tant qu'influenceuse. Beaucoup des marques de sport, dans l'outdoor et tout ça. Et du coup, comme je te disais avec Audelot, j'avais tout de suite commencé à créer, on va dire, des publicités ou des vidéos assez qualitatives pour que derrière, je puisse avoir un petit portfolio qui se dessine. Et donc j'ai commencé par l'influence, mais très vite, c'est pas quelque chose que je voulais faire, ça m'intéresse pas tellement. Et du coup, après, j'ai pu travailler pour une agence de voyage pour laquelle j'étais ambassadrice aussi. Donc ça voulait dire aussi en parler sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'ai réussi à finalement trouver mon équilibre entre créer vraiment de l'image pour des entreprises, pour du documentaire, faire mon métier, et à côté, pouvoir quand même en parler sur les réseaux sociaux parce que
Quand je grandissais, je trouve que ce qui manquait, c'était de la représentation, et notamment de la représentation féminine, parce que c'est encore des métiers, voilà, on sait, qui sont à dominance masculine. Et je me suis dit, bah, c'est vrai que dans l'outdoor, dans la vidéo, il n'y en a pas tellement des femmes. Et tu vois, comme on le disait pour les ambassadeurs Sony, on n'est que 2 ambassadrices Sony en photo et en vidéo il y a très peu de personnes, quoi. Et du coup, bah, en fait, j'avais juste envie de partager mes voyages, partager mes aventures. J'ai envie de documenter un peu comment est-ce que je fais pour évoluer dans ce milieu du documentaire et montrer le parcours et montrer que c'est possible. Et du coup, j'adore à la fois essayer d'inspirer, parce que j'ai beaucoup été inspirée moi-même, et j'ai envie de le rendre de cette manière-là aussi en créant du contenu sur les réseaux. Ouais, puis tu le rends bien, je trouve. Il y a à la fois tes projets ultra quali ou qui te permettent d'avoir une vitrine et de toucher peut-être d'autres personnes, et autant les backstage de, c'est peut-être en rapport avec Sony, mais le matériel que tu as utilisé, combien de temps ça t'a pris, comment tu as géré. Et ça, je trouve que c'est du contenu qui est ultra précieux, de se dire, ah oui, c'est super de voir des belles images comme ça, mais tu vois, de savoir que derrière, il y a 1 an sur ton film de 10 minutes, tu l'as maturé pendant 1 an, tu as 15 jours de tournage, etc. Tu te dis, ah oui. Bon, ça te fait relativiser aussi sur toi ce que tu peux créer en X temps. Mais ça me fait plaisir parce que tu vois, je suis vraiment dans cet entre-deux en ce moment où je sais pas si je veux continuer d'avoir un peu cette casquette de créatrice de contenu, mais en même temps, j'adore partager et j'adore consommer du contenu comme ça aussi, parce qu'avant de faire un tournage, j'aime bien voir un peu les personnes qui m'inspirent, comment est-ce qu'elles se préparent aussi pour des tournages. Et du coup, c'est vrai que je me dis que c'est quand même du contenu qui peut être utile pour d'autres qui veulent faire ce type-là de projet. Donc je me dis, c'est un équilibre à trouver aussi entre de la création de contenu où du coup tu es plus considéré comme influenceur sur les réseaux sociaux et être réalisateur pur et chef-op pur et du coup poster que du contenu comme ça, quoi. Et en même temps, je trouve que cette double casquette que tu as, elle est hyper intéressante. Alors en étudiant un petit peu ton profil, j'ai vu que tu avais participé notamment à, je crois que c'était pour la Suisse, un projet où est-ce qu'ils sont venus te chercher du coup pour ta capacité d'influenceuse ou ta capacité derrière la caméra? Et je me suis dit qu'en fait, ça les arrangeait bien que tu aies les deux. Ouais, complètement. On était du coup invités avec un autre créateur qui s'appelle Denis Schmelz. Lui, c'est un Allemand. Il est ambassadeur Sony. Je l'avais rencontré à Los Angeles 1 an avant. Et en fait, effectivement, ils nous ont proposé de participer à cette émission. Donc, c'est une web-série pour l'Office de tourisme de la Suisse. Et en fait, ils invitent 2 créateurs de contenu pour faire des challenges créatifs. Donc ça demande quand même de savoir faire des bonnes images, de savoir monter, que ce soit ton métier. Mais en plus, je pense que pour pouvoir promouvoir le territoire et promouvoir la série, ils ont besoin d'avoir des noms, on va dire, qui sonnent un petit peu chez les gens, quoi, que ça soit un petit peu connu, quoi. Et du coup, je pense que c'est la double casquette qui fait que j'ai été invitée là-dessus. Donc c'est pour ça que effectivement, j'aime bien aussi avoir ce truc où je préfère être derrière la caméra, mais ça me dérange pas d'être devant si ça me permet de faire partie de l'expérience. Tu vois, comme The Island, où je trouve que tu es vraiment en immersion avec ce que tu filmes et du coup tu fais partie de toi-même de l'expérience, et ça j'adore et j'ai envie de le faire de plus en plus, quoi. Ouais, d'être dans les deux en vérité. Puis ça te permet d'avoir un autre regard aussi quand tu arrives derrière caméra, quand tu as vécu l'expérience, quand t'as été... Et quand t'en as chié pour avoir tes images, quoi. Enfin, ça, je trouve que c'est toute la magie finalement de cet univers. C'est t'as pas ton image facilement et tu fais partie de l'expérience pour avoir ces images-là, quoi. Ouais, complètement. Est-ce que tu considérais que du coup c'est indispensable aujourd'hui de créer du contenu? Tu disais que tu es quand même dans cette réflexion d'équilibre, parce que j'imagine que ça te coûte du temps, que des fois ça te coûte du mental, parce que on peut être plus ou moins à l'aise avec cette casquette d'influence. Je pense que ça dépend vraiment le projet, les projets que tu vises. Aujourd'hui, pour développer ton activité, tu es obligé de devenir un peu créateur de contenu, mais comme pour un kiné, un DJ, toutes ces personnes-là, si elles veulent attirer, on va dire, une clientèle qui leur ressemble, ils sont obligés de développer du contenu. Et dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est primordial d'avoir un portfolio, d'avoir une vitrine et d'être présent sur les réseaux. Parce qu'en fait, si tu te montres pas, comment est-ce que les gens vont te connaître? À moins que tu aies un réseau déjà qui est fou, et dans ce cas-là, tu n'as pas besoin. Je sais qu'il y a des gens, ils ont tellement de travail, ils connaissent tellement de monde qu'ils n'ont même pas le temps d'alimenter leurs réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin. Mais c'est vrai que si t'aimes partager et qu'en plus de ça, tu recherches un peu du travail et tout, je pense que c'est important de pouvoir montrer comment tu travailles. Et aujourd'hui, encore plus, où on n'a pas juste envie de voir les belles images des gens, mais on a envie de voir leur personnalité. Genre, là, tu vois la personne, c'est backstage, comment elle est, et tu te dis, j'ai envie de travailler avec cette personne parce qu'elle a l'air cool, et en plus, elle fait de la qualité, quoi. Donc je pense que c'est important d'avoir une vitrine. Après, faire de la création de contenu, il faut faire attention à ne pas tomber que dans la case créateur de contenu.
Et c'est là où il y a encore un équilibre à trouver. Je pense que quand tu es vraiment professionnel, réal, chef-op, que tu veux faire du documentaire et des choses comme ça, tu peux très vite être catégorisé créateur de contenu, et du coup, créateur de contenu, ça sonne un peu avec moins bonne qualité. Alors, c'est pas vrai, je le pense pas, mais je trouve qu'il y a quand même ces deux casquettes qui sont assez présentes, quoi. Ouais, à juger. Puis je trouve que dans la création de contenu aussi, tu as un enjeu de volume que tu dois produire, tu dois être présent assez régulièrement, qui te permet pas forcément d'avoir une qualité incroyable à chaque fois. Et quand tu as cette casquette du coup de réal, chef-op, où on vient te chercher pour ta qualité d'image, t'es un peu... c'est pas facile. Rien à voir. Mais Mais dans la oui, création, bah, quand je faisais de l'influence au début, en fait, j'étais souvent stressée par mes statistiques, je devais faire attention à ce que je poste, quand je le poste. Aujourd'hui, je fais plus du tout attention à ça. En fait, il y a plus d'attente de la part des marques avec qui je travaille d'avoir une certaine visibilité, d'avoir un certain nombre de j'aime. Et rien que pour ça, en fait, je suis trop contente de ne plus être influenceuse, ou en tout cas ne plus avoir cette part de création de contenu où les stats sont importantes. Parce que je pense que ça vient vachement aussi influencer ton travail et la qualité de ton travail. Parce que ce que tu présentes sur les réseaux sociaux, c'est pas la même chose que ce que tu vas présenter dans un festival, quoi. Ah, bien sûr. Ouais, je dirais que les temps longs, les temps courts, c'est très différent. Ouais, et puis je pense que quand tu crées pour les réseaux, au final, tu fais des formats qui conviennent pas forcément à la vie de tous les jours, et tu te perds vite aussi dans ton style, quoi. C'est vrai, et c'est pas facile d'entre suivre les trends, suivre qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui la bonne musique au bon moment. Enfin, je trouve qu'il y a si tu penses follower, c'est dur d'allier avec une certaine qualité. Complètement. Complet. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Ouais. Si tu devais donner un ou plusieurs conseils à quelqu'un qui voudrait faire comme toi aujourd'hui, ça serait lesquels ? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. En vrai, elle est bateau cette phrase, mais elle est tellement vraie. Enfin, t'auras beau regarder tous les tutos que tu veux, t'auras beau envie de rêver, de faire des projets et tout. Il y a un moment donné, les projets viennent pas tout seuls aussi. Et ça, tu vois, je me suis réveillée il y a même pas encore quelques mois. Je me suis dit, mais là, dans ma tête, ça a switché. J'ai envie de faire ce genre de projet-là et personne vient m'en proposer, quoi. Et ben en fait, comment je fais ? Je vais les faire moi-même, et je pense que c'est hyper important de faire, et c'est que comme ça que tu t'améliores. Donc je pense que le plus important, c'est d'aller sur le terrain, de prendre ta caméra, même si t'as pas le meilleur matos. Et en fait, le plus important, c'est ton histoire. C'est ça qui va le plus compter. Donc peu importe le matériel que t'as, peu importe le budget que t'as, il faut faire pour qu'ensuite les gens puissent te faire confiance et veuillent travailler avec toi. J'adore ce message. Voilà. Je suis complètement partisane de ça, et juste à faire, et en fait, t'avanceras après. Mais pourtant, je suis la professionnelle pour me poser 20 000 questions et me dire le nombre de tutos, le nombre de techniques où je vais regarder. Mais en fait, tant que tu ne fais pas, tu ne sauras pas. Exactement. Et c'est ça qui te permet d'avancer et d'être vu aussi. Parce que finalement, plus t'en parles et plus tu montes aussi ton travail. Moi, c'est faire et le montrer. Parce que souvent, j'ai tendance aussi à faire, c'est pas assez bien, je ne le montre pas. Et au final, personne ne sait que tu fais ça. Récemment, avant le concours M6+, avant plein de choses, il y avait des gens qui ne savaient pas que je faisais de photos avant mes voyages. Alors j'ai toujours fait de la photo, c'est juste que je ne les montrais pas parce que c'était un plaisir perso d'abord, et en plus parce que j'étais pas totalement satisfaite avec ce que je voulais que ça rende. Et j'étais super surprise de potes qui me disaient « Ah, mais tu fais de la photo, toi ?» On est notre pire public. Oui, je fais de la photo, enfin, ça fait des années. mais... Comment ça, t'as pas vu mes disques durs ? Non, mais oui, mais c'est le plus dur, de montrer son travail en vrai. Et c'est le plus important aussi. Enfin, tu vois, avant, j'étais là, je poste des likes sur des agences de production ou des gens, et je me dis, bon, bah c'est bon, ils savent qui je suis, ils voient mon compte Instagram. Et en fait, j'ai réalisé, mais non, envoie des messages, en fait. Juste fais une prise de contact, propose un café, un visio, enfin, rentre vraiment en contact avec toutes les personnes que tu peux. Et il y a forcément un jour où les gens, ils vont penser à toi. En fait, faut planter des graines de partout. Et ça, je pensais que je le faisais avant parce que quelqu'un me suivait sur les réseaux. Mais en fait, faut vraiment y aller. Il faut vraiment pas avoir peur de rentrer en contact avec les gens, de rencontrer des réalisateurs si tu veux être chef-op, parce que c'est aussi eux qui vont bosser avec toi. De rencontrer des agences de production. Enfin, faut y aller, il faut montrer ton travail et il faut le partager. Faut pas se dire que les gens, on s'en foutent. Moi, c'est vrai que des fois, le docu sur la championne de boxe, j'étais en mode, je publie le docu, après je publie le fait que j'ai publié un docu, et ensuite je publie les backstage, et t'es en mode, mais là, je suis en train d'étouffer les gens avec mon contenu. Mais il y a des milliers d'autres contenus en même temps, donc tu les étouffes pas du tout avec ce que tu fais. Et au contraire, je pense que c'est de l'art, donc dans tous les cas, ça fait du bien à quelqu'un. Donc faut partager, quoi. Et puis ça, je suis complètement d'accord, parce qu'en plus, je trouve que ça dessert des fois les gens si tu te dis ça, je publie une fois et c'est bon.
typiquement, je vais le voir passer une fois, bon, je suis en train de faire autre chose, mince, je vais soit screener si j'ai le bon réflexe, mais je regarde jamais mes screens, mais je screen. Ouais. Mais enfin, je vais me dire, ok, tiens, j'aimerais bien regarder plus tard. Et après, je vais oublier, je vais être dans mon film de vie tranquille. Et là, je vais revoir un post, je vais me dire, ah oui, c'est vrai, elle l'a publié, je vais aller voir. Et ça, je trouve que c'est hyper important, on s'en rend pas compte, je suis d'accord avec toi, on a tendance à dire, non, je vais étouffer la personne, je veux pas, c'est bon, je l'ai fait, je vais pas les saouler avec ça. En fait, tu saoules personne, on l'a pratiquement pas vu ton truc. Donc, c'est vrai, et c'est vrai qu'il faut au moins 2-3 fois des fois avant que la personne elle aille voir, quoi. Donc faut pas hésiter à envoyer. Et puis si ça saoule la personne, elle se désabonne, c'est que ton contenu l'intéresse pas. Mais si les gens te suivent, c'est que de base ils sont intéressés par ce que tu fais. Donc complètement. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé qui te paraît important de dire ? Je pense qu'il faut jamais oublier que c'est un métier de passion aussi. Alors pas pour le côté budget, il faut être payé, ça c'est important d'être payé, mais qu'on fait avant tout ça pour l'amour de l'image, l'amour de l'histoire, et je pense que c'est important de pas oublier cette passion à la base et de continuer à faire des choses pour soi, si c'est possible du coup essayer même de faire des projets parfois qui sont pas forcément rémunérés mais qui sont importants pour soi, parce que c'est ce qui nous permet aussi je pense d'innover, de pouvoir step up un peu dans le niveau aussi, pouvoir tester des choses créativement. Donc si j'ai un conseil à donner aussi, c'est faites des projets passion. Parce que c'est ça qui va permettre aussi de voir un peu là où on en est actuellement dans notre parcours. Ouais, puis comme tu dis, la liberté créative que t'offrent ces projets, ça te permet aussi d'avoir un book à montrer. Je peux faire ça, je suis capable de ça, parce que les gens finalement n'ont pas une énorme capacité de projection. Quand toi tu peux te sentir capable, écoutez, regardez les vidéos, enfin les images que je fais aujourd'hui, évidemment que je peux les transposer dans un autre projet. Non, les gens n'ont pas la capacité de se dire ben non, tu vois, elle fait que du sport, donc en fait elle sera incapable de me filmer, je sais pas, un truc corporate. Et en fait, si c'est possible, mais faut montrer. Et c'est ça. Et du coup, il faut arrêter d'attendre en fait. Enfin, s'il y a des projets que tu as vraiment envie de faire, il faut d'abord que tu ailles tourner 2-3 images. Tu fais une vidéo même d'1 minute, mais qui montre que tu es capable de faire ces images. Et déjà, là, les gens viendront plus vers toi pour te proposer du travail dans ce que tu as envie, quoi. Ouais, et je trouve j'en profite, je donne mes conseils. Non, mais je me dis, c'est aussi un truc que je me suis dit, il faut pas penser œil de personnes qui sont dans l'image. Il y a aussi des personnes extérieures qui peuvent t'embaucher et qui, eux, n'ont pas un regard aussi dur que toi tu peux avoir sur tes images parce que tu es dans le milieu. C'est des personnes qui se disent tu fais de la vidéo, c'est super déjà. Et ça peut leur convenir. Et je suis d'accord avec toi, même 1 minute que toi tu te dis pas dingue, mais ça prouve que tu peux faire ce genre d'image, ce genre de projet. Pour certaines personnes, ça leur suffit. Ils sont là, oui, t'as vu, elle a fait les vidéos, alors que toi, t'es peut-être pas sûre de t'en sentir capable, mais je trouve qu'il y a un... Complètement. Ouais, et si tu sais raconter une histoire, c'est important aussi, tu vois. On disait que j'essaye toujours de faire des belles images, mais parce que moi, j'ai vraiment un feu, enfin, j'aime la belle image, mais pas tout le monde ne recherche des belles images tout le temps léchées, esthétiques. Enfin, ça va pas forcément servir un propos d'avoir une superbe image, et du coup, je pense que c'est important de pas se mettre la pression là-dessus aussi, quoi. Faut faire les choses comme on le sent et il faut pas se forcer à faire des images différentes de ce qu'on ferait parce qu'on pense que ça va être mieux, alors que c'est pas forcément ça qui va servir le propos. Ouais, surtout à l'heure de YouTube où finalement y a des projets qui vont être tournés à la GoPro. Complètement. Qui au final qui ont du fond. font le taf, quoi. Ouais. Et ça peut être aussi beau dans l'histoire racontée, dans l'émotion transmise. Bon, j'avoue que j'aime aussi beaucoup les belles images. Si on peut tout avoir, alors. On dit pas non. Est-ce qu'il y a une ressource que tu veux nous partager ? Une ressource à part Milanote, Frameset, je pense que j'utilise beaucoup MusicBed aussi. C'est une plateforme de musique. Donc c'est avec abonnement, il en existe plusieurs, il y a Artlist, MusicBed, Audio, et donc là-dessus tu as vraiment toute une banque d'images, j'allais dire, une banque de musique que tu peux utiliser pour tous tes projets, et c'est tellement varié, tu as des milliers d'artistes dessus, tu as même du sound design, donc en fait c'est ultra complet pour ta post-production et pour véhiculer des émotions, donc je pense que la musique c'est très important, et ça c'est des plateformes aussi qui aident beaucoup. Ouais, clairement. Il y en a tellement aussi, c'est dur de faire un choix, donc c'est chouette en écoutant tes projets, c'est de dire elle a utilisé cette banque qui a servi, et ça permet de se projeter. Et je dirais en dernier, ce qui est important aussi, c'est de consommer ce qu'on a envie de faire. Moi j'ai envie de faire du documentaire, je regarde beaucoup de documentaires. Comme ça me permet d'apprendre les codes, ça me permet de voir ce qui se fait, et je pense que c'est ultra important de regarder ce qu'on a envie de faire. C'est quoi le meilleur documentaire que tu as vu ?
C'est Rise Madagascar. Non, je rigole. Pas du tout. Non, le meilleur... Ah là, c'est dur. Ah non, Je pense que les gens vont pas comprendre la blague parce qu'on n'a pas dit que ça Oui, s'appelait c'est vrai. Rise, c'est vrai. C'est un documentaire sur lequel j'ai travaillé. Non, c'est dur parce que j'ai tendance à oublier les titres et il y en a tellement des docus que j'ai vus récemment. Ah, j'ai vu un documentaire dans un festival, il est pas encore sorti, mais ça se passe sur 2 personnes qui étaient ensemble dans des camps de concentration à la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, 50 ans plus tard, ils se sont retrouvés, ils habitaient dans la même ville aux États-Unis. Et en fait, aujourd'hui, c'est 2 petits papis qui sont super potes. Et le film était tellement bien monté, c'était trop beau. Faudra que je retrouve le nom si jamais. Ok, ouais, je suis curieuse. Ouais. Parce que ça doit être assez fort, effectivement. Ah oui, le oui. sujet est très fort et les retrouvailles après, ça doit... Et tellement bien réalisé. Et tu vois, c'est fou, mon documentaire préféré, je l'ai découvert dans un festival, quoi. Aller en festival. Aller en festival. Ça sera le mot de la fin. Ouais. Un grand merci pour tout ce que tu as partagé. C'est trop cool. Je pense qu'il y a plein de conseils pour des réals. Moi, j'ai appris plein de choses aussi, donc merci beaucoup. Merci de m'avoir donné le micro. Oui. C'est trop bon, j'aime trop parler de ça. On sent la passion, que ça soit sur les réseaux ou là, franchement, trop cool dans tes projets et tout. Enfin, moi, je te l'ai dit, je suis fan de tes images et très contente que tu viennes nous en parler. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Bien informé. Merci d'avoir écouté Bien informé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, à m'envoyer un petit message, à le partager à d'autres créateurs de l'info. Parce que d'une part, ça me fait très plaisir et d'autre part, ça m'aide beaucoup pour le développement du podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.